Bonjour à tous, chers amis. Vous êtes sur l'émission Putsch Live produite par Putsch Media. Nous sommes le mardi 10 juillet. Peut-être que vous nous écoutez à l'intérieur d'un Uber. Peut-être, c'est possible. Ou peut-être que vous êtes au téléphone avec McKinsey. Mais nous sommes là et ce soir, je ne suis pas avec ni McKinsey ni avec Uber. Je suis avec François Bousquet. Bonsoir François, comment vas-tu? Bonsoir Nicolas, oui, tout va bien. Ravi d'être sur le studio de Putsch. Ah ben, merci beaucoup. Merci d'être là en tout cas, et moi ça me fait plaisir parce que ce soir on va faire une émission un peu particulière dans le sens où on va faire une discussion tous les deux sur effectivement vie et la vie, l'existence ou la non-existence de la droite, est-elle en état de mort cérébrale, et on parlera aussi de la démocratie parce que c'est important aussi. Ne faisons pas comme les turiféraires des petits plateaux télé parisiens qui ne parlent que de sondages et de segments de la population. Cher François, alors toi tu as beaucoup de casquettes, hein. Ça fait un petit moment que tu roules ta bosse dans ce milieu-là, dans la politique, et c'est toujours intéressant d'avoir tes analyses éclairées. D'ailleurs, on aimerait t'avoir plus souvent sur les plateaux mainstream, mais ça va être un combat, un véritable combat. Toi, tu es rédacteur en chef de la très bonne, excellente, je le dis et sans flagornerie parce que je le pense, de la revue Éléments, très dense, très exigeante, avec des très bons papiers, et tu es aussi, bien entendu, le directeur de la nouvelle librairie. Comment ça se passe pour Éléments? Comment ça se passe pour la nouvelle librairie en ce moment? Ouais, pour Éléments, ça se passe bien dans un contexte de presse qui est sinistré, où il y a un effondrement des ventes, en tout cas en kiosque. Nous, on se maintient, alors que nos confrères se chutent, et chutent de manière vertigineuse. On essaye de trouver un format entre le news magazine, donc grand public, et puis la revue d'idées avec du fond, avec des idées, en ayant les antennes toutes déployées pour voir quels sont les grands thèmes qui vont s'imposer à l'agenda dans les années qui viennent. C'est une revue qui est vénérable parce qu'elle a 50 ans, mais qui a su se renouveler. C'est un peu rock. C'est pas un peu, on fait en sorte que ce soit rock, et d'être assez réac et assez sexy. Voilà, c'est l'objectif, c'est avoir une revue réac, de fond et sexy, par la forme, les idées, le style. Ouais. On trouve encore que tous les 2 mois, donc dans tous les kiosques de France et de Navarre, de Belgique et de Suisse. D'ailleurs, là, le dernier numéro, le numéro en cours, c'est celui-ci. Voilà, allez le lire. Tu nous en parles un peu rapidement. Qu'est-ce qu'on y trouve? On y trouve du Juron Sainte-Marie, on y trouve pas mal de petites choses. J'ai envoyé une petite pique à un sondeur, mais de fait, malheureusement, les intellectuels là sont aux abonnés absents. Les 2 types qui nous ont livré la plus belle cartographie électorale, c'est 2 sondeurs, c'est 2 Jérôme, c'est Jérôme Fourquier et Jérôme Sainte-Marie. Et Sainte-Marie, on va en parler aujourd'hui puisque c'est lui qui est le grand théoricien du bloc populaire, qui est peut-être en train de se substituer au clivage droite-gauche. Donc il y a un entretien débriefing, il en a donné pas mal puisque c'est lui qui a eu raison. L'analyse de Marie a fonctionné pour le premier tour en tout cas, puisque ça place Marine en 2e position, et si on associe Zemmour, Dupont-Aignan et Lassalle, Marine elle vire en tête à plus de 30% en fait au premier tour. Son analyse qui a fonctionné, qui est c'est la clé qui ouvre la compréhension de la présidentielle. Donc un long entretien avec lui, et puis on revient sur l'Ukraine parce que ça devient tellement délirant cette question ukrainienne. L'unanimisme, unitéralisme, pardon, des médias, on essaye de prendre le contre-pied, de montrer toutes les catastrophes en chaîne, dont celle de l'inflation, qui pointe le bout de son nez, et qui ne fait pas que pointer le bout de son nez. Donc c'est un numéro assez complet qui fait le point sur l'actualité sur les 2 derniers mois. Bon, mais à la rentrée, il faudra s'inviter Bruno le rigolo. Il faudra faire un grand entretien de Bruno Le Maire. Je pense que vous allez vous régaler chez Éléments, parce que là, on est quand même un élément de la décadence intellectuelle et économique. Quand même, on touche des sommets là, avec Bruno Le Maire. Il est énorme. Bruno Le Maire, je le reprends comme vous l'appelez sur Twitter, et dans vos émissions, oui, c'est Bruno le rigolo, puisque c'est le bonhomme qui nous annonçait qu'il allait mettre sur le tapis l'économie russe. Alors, l'économie russe n'est jamais aussi bien portée. En revanche, c'est l'économie française qui est sur le tapis. Moi, Bruno Le Maire, vous l'appelez Bruno le rigolo. Moi, je l'appelle Bruno Le Maire, Bruno le primaire. Parce que il a fait Normal Sup, sûrement l'ENA, il est blindé de diplômes, mais quand même, il empile ânerie sur ânerie, et il a vu ses prérogatives élargies, puisque désormais, il a l'économie numérique en plus de toutes les disciplines qui couvraient, si je puis dire, au sein du gouvernement Borne. Non, mais Bruno Le Maire, on ne va pas faire un entretien avec lui. On va faire une démolition, et peut-être qu'on sollicitera votre plume pour le débat. Pourquoi pas, effectivement. Bruno Le Maire, il a été upgradé, comme dit Macron dans la Startup Nation, comme Darmanin d'ailleurs, Gérald Darmanin. Alors lui, c'est formidable. Et heureusement, nous allons perdre Didier Lallemand le 20 juillet, le préfet de police. Paix à son âme. Il était temps. Oui, nous ne sommes pas du même camp, madame, disait-il aux Gilets jaunes qui venaient de Normandie et de l'Oise pour essayer de manifester pour une cause juste et légitime. On va en parler. Petite réaction sur la présidentielle et législative. Quelle analyse on doit en tirer finalement, aujourd'hui, avec un peu de recul?
l'analyse, les analyses de Sainte-Marie, c'est notre sujet du jour, s'imposent en tout cas pour le premier tour de la présidentielle, puisque elle met Marine en tête à 23 points, enfin en tête des droites, hein, mais est-elle de droite, on va en reparler, avec 23 points, et Zemmour à 7 points. Donc elle arrive à être elle arrive au second tour avec quand même plus qu'une écharpe dans le pied. C'est 7 points. Mélenchon, qui est en troisième position, qui est sur le podium et qui n'accède pas au deuxième tour, hein, n'a pas un tel handicap. Elle a comme handicap Zemmour, Montaignant, et en partie la salle. C'est la France rurale, la France des campagnes, la France périphérique qui est censée voter pour elle. Hein. Donc ça marche. Hein. Le premier tour a plébiscité cette ligne-là. C'est une ligne qui était populiste. Hein. Le second tour, le système a verrouillé les écoutilles. Hein. A relancé le Front républicain qui va s'effondrer partiellement aux législatives, mais que partiellement. Il n'y a pas de raison que ce Front républicain ne soit pas réactivé. Voilà, la grande leçon, c'est qu'il y a deux France. Hein. Moi, je ne tiens pas compte de cette tripartition. Je pense que Mélenchon, les Insoumis, aujourd'hui la NUPES ne peut pas tenir, c'est l'alliance de la carpe et du lapin, c'est un pot pourri, tellement hétéroclite, hein, qui ne représente pas en soi une force électorale, en tout cas à moyen et long terme. Donc on est confronté à deux forces. Hein. Les gens se rattachent au groupe majoritaire. Le groupe majoritaire, c'est le groupe macronien, c'est-à-dire les élites, c'est-à-dire la classe managériale, c'est-à-dire la finance d'entreprise, et surtout, beaucoup plus important, les retraités, le grand bloc des retraités. En France, c'est 17 millions de gens, les retraités. La France est une gérontocratie vaccinale qui attend sa 4e, 5e, 6e dose, hein, et elle a voté à plus de 70% pour Macron au deuxième tour. Et ça, c'est étonnant, François, parce que les retraités aujourd'hui, alors peut-être sur les retraites essentiellement, sur la protection de cette espèce de crise sanitaire qui a été une arnaque absolue depuis le début, notamment sur la politique qui a été menée, mais c'est eux qui vont souffrir de l'effondrement du système de l'hôpital. C'est eux qui vont peut-être, je ne l'espère pas, bien entendu, alors se retrouver dans des urgences avec 6-7 heures d'attente ou qui ne seront pas pris par des spécialistes à temps et qui pourront peut-être mourir de cette espèce d'effondrement de l'hôpital public. Donc, comment ça s'explique finalement que ces retraités-là, ils n'aient pas vu qu'il y a un effondrement de l'hôpital public, un effondrement des services publics dont ils ont le plus besoin aujourd'hui pratiquement? Ils n'en ont pas encore fait l'analyse. Hein. Les crises qui viennent, les crises qui pointent à l'horizon, qui sont déjà là, mais qui vont prendre de l'ampleur, hein, puisque là, on a des petits tremblements, des petites répliques de force 1 ou 2, mais on aura des répliques avec des forces très supérieures. Là, peut-être pour le coup, il y aura une bascule des retraités. Mais de fait, l'élection, quand en sortie, les sondeurs nous disent qu'en sortie de bureau de vote, hein, on a 70% des retraités, donc où il y a un survote. Non seulement il y a un survote en général des retraités, mais ce survote en général des retraités, c'est un survote au carré, puisqu'ils survotent pour le candidat du système, pour le sortant. Et ils ne veulent pas encore sortir le sortant. Néanmoins, oui, il y a des problèmes qui vont se poser, les urgences se ferment, vous l'avez rappelé, la déchéance de tout notre système hospitalier qui est en train de s'écrouler peu à peu sur lui-même, hein. La fermeture des chambres qui s'est accélérée pendant les pics de Covid, hein. Quoique, même si le délire anti-covidien était obsessionnel, hein. Donc tout ça pourrait faire penser que les retraités vont basculer. Ils n'ont pas basculé. Il a maintenu quand même le minimum vieillesse, il a augmenté, et puis surtout, il y a un vote sécurisant. Il y a une angoisse autour de Marine Le Pen. Hein. Alors peut-être que les 89 députés vont avoir, certainement même, c'est le vœu que je formule, hein, vont avoir un effet rassurant auprès de cet électorat. Simplement une petite parenthèse, hein, c'est vraiment c'est lui qui fait le vote aujourd'hui en France. Hein. C'est là où il y a le moins d'abstention. Donc, je disais qu'il y avait un survote des retraités. On considère que l'âge médian électoral est 10 points supérieur à l'âge médian d'une population. L'âge médian des Français, c'est 41 ans. On peut penser que l'âge médian électoral, c'est 51 ans. Ça veut dire que les Français votent. Hein, j'y peux rien. Moi, j'ai plus de 50 ans. Avec leur pacemaker, avec leurs artères bouchées, avec leur peur de la mort. Hein. Pour le moment, Marine Le Pen, et c'était, je crois, un de ses soucis depuis 2017, elle avait compris en 2017 qu'elle n'avait pas les retraités avec elle. Hein. Donc le lissage de la ligne, entre autres, hein, sa normalisation idéologique, ce que les Zemmouriens ont appelé sa chiracisation, était en partie commandé par le souci de séduire et de rassurer les retraités. Elle n'est pas parvenue à le faire, mais moi je crois que les 89 députés plus les crises qui viennent, les crises qui convergent, vont entraîner un effet de bascule qui n'a pas encore eu lieu des retraités vers Marine Le Pen. Il y a quand même moi je partage cette analyse, bien entendu, sur les retraités. Je parlais des retraités boomers,
bien entendu, ceux qui sont dans le progressisme et dans l'égoïsme à la fois, qui veulent garder leurs petits acquis, bien entendu, sans se soucier de ce pays qui s'effondre, parce que moi, c'est l'analyse que je fais, je vois ce pays s'effondrer tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, et j'arrive pas à comprendre, à un moment donné, si on est vraiment sur une population de certains retraités, une nouvelle fois, ne généralisons pas, qui, comme vous l'avez dit, forcément, à un moment donné, a un manque d'analyse patent, parce que ne serait-ce que sur le thème de la sécurité, de l'ultra-délinquance, de l'ultra-violence, ce sont les populations qui sont en première ligne, notamment, enfin en première ligne, pour le coup, quand ils se mettent dans la rue, et à un moment donné, Emmanuel Macron, à aucun moment, n'a pris à bras le corps ce sujet. D'ailleurs, il a remis Géraldo Darmanin pour plusieurs mois encore. Non, mais moi, j'arrive pas à comprendre, à un moment donné, comment le retraité, il se pose pas la question de savoir qui risque de vraiment d'avoir des soucis de santé, parce que forcément, malheureusement, et c'est logiquement eux qui sont en première ligne sur les besoins de santé vitaux, les besoins d'urgence, il y a un effondrement, et puis ce côté aussi, ce volet de l'insécurité sur lesquels, concrètement, ils sont quand même, ils auraient quand même à y regarder de plus près. Enfin, c'est mon analyse, François. Je sais pas si elle est malheureusement démentie par les sondages de sortie des urnes. De fait, l'écart ne s'explique pas autrement. Marine est majoritaire à partir de 29 ans, je crois, ou 25 ans, jusqu'à 69, hein. Donc jusqu'à la retraite. À partir de la retraite, elle est minoritaire et dans des proportions qui sont très considérables, hein. Il n'y a que les musulmans, en fait. Les musulmans, à 70%, ils votent pour Mélenchon, il y a 85% pour Macron. Mais il n'y a que les musulmans, en tant que corps électoral, en tant que masse, hein, qui votent massivement pour un candidat. Macron, c'est les retraités. Les retraités, semble-t-il, hein, ça me désole, comme ça vous désole, mais les retraités ont plébiscité. C'est terrible. La politique vaccinale du gouvernement. Là, qu'est-ce qui s'est passé pendant le Covid? C'est que les arbitrages qui auraient dû être faits que pour une classe d'âge, hein, c'est-à-dire les plus de 60 ans ou les plus de 50 ans à risque, hein, a été fait pour l'ensemble de la population. Le port du masque, la vaccination, le pass, etc. Or, il semblerait, si on s'en tient au vote du deuxième tour, pas législative, mais c'est un autre sujet, on va en parler de législative, hein, qui viennent en démentir ces analyses-là, il semblerait que la population, pour l'heure, hein, maintienne sa confiance à Macron. Alors, il y a des inerties qui jouent. Il se pose un problème majeur pour le Rassemblement national et Marine Le Pen, hein, c'est que les idées de Marine Le Pen sont, semble-t-il, plébiscitées par la population à peu près pour 2/3. Hein. Mais il y a 2/3 qui n'en veulent pas, en tout cas qui n'en veulent pas. Ils veulent bien du message, mais ils ne veulent pas du médium. Hein. C'est-à-dire qu'ils veulent bien du programme du Front National, mais ils ne veulent pas de la personne de Marine Le Pen ou de la marque Rassemblement national. Hein. Donc se pose un problème de crédibilité. D'où l'enjeu des législatives et des 89 députés. C'est que maintenant, les députés du RN sont au pied du mur. Hein. Ils vont devoir faire preuve de leur efficacité. Et s'ils font preuve d'une bonne efficacité, comme dans la gestion des villes qui sont les leurs, des villes que le RN contrôle, eh bien, ça aura un effet rassurant sur cet électorat-là qui sera prêt, peut-être, hein, à franchir le. Et pour l'heure, ça m'atterre. Hein, ça m'atterre. C'est un vote contre-productif de la part des retraités, le vote Macron, parce que vous l'avez dit, principalement pour la question de la santé. Macron a ruiné, enfin, c'est pas lui qui l'a ruiné, il a accompagné. Oui, il a accompagné avec des deux mains quand même, Emmanuel Macron. Hein. Il a accompagné des deux mains, des deux pieds. Non, mais c'est intéressant. Mais parlons législative, François, là-dessus. Je trouve ça intéressant. Quel va être le positionnement des députés RN? On va voir à un moment donné s'ils vont s'opposer frontalement à Emmanuel Macron ou s'ils vont s'opposer frontalement aussi à la NUPES. Parce que sur la motion de censure hier, ils se posent beaucoup de questions. Ils se posent énormément de questions. Ils ont beaucoup tapé sur Emmanuel Macron, pour le coup, à juste titre. Mais on en reparlera de Marine Le Pen, de savoir à un moment donné si elle peut incarner un vote populaire. On en discutera, parce que peut-être qu'on sera d'accord ou pas là-dessus. Mais là, oui, alors il y a des dilemmes pour le RN. Hein. Vous n'ignorez pas que le RN est un parti qui est en faillite, hein, financièrement, hein, électoralement, mais qui est en faillite. Je ne sais plus si c'est 20 ou 30 millions d'euros. Donc, les bailleurs du RN peuvent le mettre en faillite, plus aujourd'hui. Ils pouvaient le mettre en faillite dans législative du jour au lendemain, ce qu'ils n'ont pas fait pour des raisons qui sont les leurs et que j'ignore. Hein. Mais le RN, il y a une manne législative. La manne, c'est 10 millions d'euros par an. Pendant 5 ans, c'est 50 millions d'euros par an. Est-ce que le RN a les mains liées, là? Est-ce que le RN peut se permettre une dissolution de la Chambre avec aucune garantie derrière? Est-ce que le RN aura 89 députés derrière? Le RN a besoin de cette manne financière. Donc, cela étant dit, c'est le dilemme de l'âme de Buridan, je veux dire, entre le d'avoine et le seau d'eau. À force de ne pas choisir l'un ou l'autre, on fait ni l'un ni l'autre et on meurt. Hein. Peut-être que le RN, au bout de
quand il y aura des volontés de mettre le gouvernement en minorité, ne pourra pas 2 fois, 3 fois, 4 fois consécutivement refuser de s'associer à la NUPES, par exemple. Il ne pourra pas indéfiniment voter, entre guillemets, puisqu'il ne l'a pas voté, mais voter la confiance et le maintien de cette Assemblée. Mais je le redis, il y a cette épée de Damoclès qui pèse sur la tête du RN. C'est que s'il y a une dissolution, il n'y a absolument aucune garantie d'avoir derrière, je ne le crois pas. Moi, je pense qu'il y a une dynamique. Donc j'espère que ces gens-là vont intérioriser, intégrer cette dynamique. Aujourd'hui, on est un moment marine. Il n'y a pas de raison qu'il s'effondre demain, ce moment marine. Donc, s'il y a une dissolution, on peut imaginer qu'il y aura autant de députés, sinon plus qu'il y en a eu il y a 3-4 semaines. Mais le RN est un peu prisonnier. Et on retombe aussi sur cette question de la crédibilité. C'est que le RN, vous l'avez vu là depuis quelques jours, a rebondi à la proposition de Darmanin. Oui, d'accord, on va durcir les conditions, etc. Mais, parce que, non, mais c'est parce qu'il faut se mettre à la place du RN. Il y a un énorme défaut, il y a un procès en incompétence, pardon. Mais il y a un procès d'incompétence parce que, vous le savez, Marine Le Pen a reculé avant les européennes notamment sur la sortie de l'euro de l'Union européenne, concrètement. Et quand on aborde ces sujets, vous savez que moi, sur l'expulsion des étrangers, vous allez avoir immédiatement les juges européens, la CEDH et tout le tout-team qui vont arriver où on est complètement pieds et mains liés. Donc, on ne peut pas à un moment donné dire on va expulser les étrangers délinquants coupables de délits et de faits pénals dans ce pays. Et à un moment donné, dire aussi, oui, vous comprenez, sur la sortie de l'euro, l'Union européenne, c'est compliqué parce qu'on va plutôt le changer de l'intérieur. Donc, il y a aussi, à un moment donné, je trouve que Marine Le Pen s'incarcère dans des dossiers qui, pour moi, elle ne connaît pas, mais on en avait déjà parlé. Je pense qu'elle ne connaît pas ces dossiers, elle ne les maîtrise pas. Et on ne peut pas, à un moment donné, il faut être quand même très clair et cohérent sur ces sujets-là et faire l'alliance, je voudrais qu'on en parle après sur Zemmour, faire l'alliance entre la souveraineté et l'identité. Et je ne crois pas que Marine Le Pen, elle ait compris ce que c'était la souveraineté et l'identité, du moins articulées ensemble de manière à se désincarcérer de lois supranationales qui nous empoisonnent la vie et qui nous coulent, ni plus ni moins, c'est mon avis du moins. Alors, mais là, c'est un sujet central. Ça, c'est même à beaucoup d'égards, c'est le sujet central. C'est comment les peuples réintègrent leur souveraineté. Et comment pourraient-ils la réintégrer quand le droit a pris le pas sur le vote. En démocratie, ce qui compte, c'est le jury populaire. Or, le jury populaire a été chassé de tous les tribunaux. Aujourd'hui, c'est le Conseil d'État en France, c'est le Conseil constitutionnel, et comme vous le rappeliez, c'est la Cour européenne des droits de l'homme, dont l'avis peut annuler l'avis populaire. C'est-à-dire que le droit, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas été élus, qui ne tiennent leur légitimité de nulle part. En tout cas, pas de personne. De personne. Sinon de la cooptation, sinon du système, sinon de la Commission européenne de Bruxelles, etc. En dernier ressort des gouvernements, mais les gouvernements n'ont pas été mandatés pour ça. Pourquoi ces gens-là exercent un contrôle juridictionnel sur nos lois et piétinent la souveraineté populaire. Alors, le groupe de Visegrad, en l'occurrence, donc surtout la Hongrie, avec la Hongrie, la Hongrie a montré qu'il y avait une possibilité. Voilà, alors, parce que François, franchement, Marine Le Pen, c'est pas le Fidesz de Viktor Orban, concrètement. Le Fidesz de Viktor Orban, c'est pas de sanctions contre la Russie, c'est Vokban qui dit il y a 1 mois ou 2, les familles hongroises pourront dormir tranquillement cet hiver parce qu'il y aura du chauffage. Ils ferraillent énormément contre la Commission européenne, ils ferraillent énormément au Parlement européen, ils ont des sanctions. En plus, c'est l'atelier de l'Allemagne en ce qui concerne la manufacture. Donc, la Hongrie, mais ils en prennent. Médiatiquement, ils en prennent plein la gueule, pardon de l'expression très triviale, mais finalement, ils tiennent sur leur base avec la ministre de la Justice, Judith Varga, qui se bat encore. On peut accepter ou pas accepter, mais l'état de droit hongrois est préservé et la souveraineté du peuple hongrois est préservée aussi. D'ailleurs, il faut noter que les Hongrois ont toujours le fourrin, ils ne sont pas dans l'euro, donc ils sont quand même un peu aussi en marge de l'Union européenne, les Hongrois. Il faut quand même toujours le dire, quand même. Oui, mais rien n'interdit à la France de réintégrer sa souveraineté. La souveraineté, il suffit de dire je. Il suffit de décréter que je suis, moi, État français, nous peuple, nous réinstaurons, nous réintégrons notre souveraineté. C'est ce qu'a fait Orban. Mais Orban, c'est vraiment un cas à part. Moi, je trouve que c'est un des personnages les plus fascinants aujourd'hui, parce qu'il vient du système il y a 20-30 ans. Alors, c'était un dissident, bien sûr, mais il vient du schéma libéral, du schéma économique libéral, du consensus de Washington et ce genre de choses. Il a vécu l'occupation soviétique, Viktor Orban. Et ça fait beaucoup la différence sur la conservation de l'identité, de la valeur hongroise. Et il a été élu, je finis par là, et je vous laisse terminer, il a été élu 5 fois. Il n'y a aucun dirigeant de l'Union européenne qui a été aussi bien élu pendant aussi longtemps que Viktor
Orban. Après, on peut mettre en cause de la volonté populaire aussi, comme ça se fait, comme c'est de fait, c'est la mode dans l'Union européenne depuis 30 ans. Voilà, mais de fait, c'est ce que font les juges. Hein. Et c'est ce que font nos parlementaires. On a tous vu le nom au TCE, mais enfin, il n'y a même pas besoin du nom au TCE. Il suffit de regarder les arrêtés de la Cour européenne des droits de l'homme. Ils prévalent la décision populaire. Hein. Donc, ça veut dire qu'on piétine la souveraineté du peuple. Hein. La majorité, en l'occurrence. Hein. Écoutez, Marine Le Pen ne peut rien faire dans l'absolu pour le moment. Elle fait railler à la Chambre, montrer que ces parlementaires sont à la hauteur des enjeux, mais ensuite, il faut un référendum. Hein. Le cœur du programme du RN, hein, c'est il y a une partie sociale, il y a une partie sécuritaire qui est très forte. Hein. Cette partie sécuritaire, vous ne pourrez la porter, c'est-à-dire c'est quoi? C'est la fin de l'AME, la fin de l'aide médicale d'État, c'est le durcissement des conditions de naturalisation, c'est la présomption d'innocence pour les policiers, c'est la fin du regroupement familial. Le programme du RN est assez dur hein, sur les questions de civilisation, comme dirait Zemmour. Hein. Mais ça, il pourra le mettre en branle hein, que fort d'une légitimité. Et il y a 2 légitimités en France. Hein. C'est la mère des élections, la présidentielle. Hein. Ça vous pose, hein, mais on a vu que Macron est assez fragile. Hein. Et ensuite, il y a le référendum. Hein. De Gaulle mettait sur le même plan. Il disait qu'en France, la Cour suprême, hein, c'est le référendum, c'est le peuple. La Cour suprême, c'est le peuple. Il disait que c'est la Cour suprême, le peuple. Voilà, c'est le peuple. En France, la Cour suprême, c'est le peuple. Donc, il faudrait que Marine Le Pen a beaucoup de défauts. Moi, j'ai été le premier à la critiquer. J'ai fait un bouquin Notre vie sur la droite buissonnière, en fait, sur la droite hors les murs, c'est-à-dire Zemmour, Lié et Patrick Buisson. Partant que il y avait un petit comportement d'échec. Moi, elle me fait penser, Marine Le Pen, à une vieille copine, on a tous une, hein, qui a raté 5 à 6 fois le permis parce qu'elle flippe. Dès qu'elle sait conduire, hein, en fait. Hein, la question n'est pas là. C'est même pas qu'elle est nulle, elle sait conduire. Hein. Mais dès qu'il y a l'examinateur, tout d'un coup, c'est pouf. La paralysie, à la peur. C'est le débat en 2017. Hein. Donc, je pense que Marine Le Pen a montré, en tout cas pour la campagne électorale de 2022, qu'elle était quand même au-dessus des critiques qu'on pouvait lui adresser, que j'étais le premier à lui adresser. On peut imaginer qu'elle a un entourage. Ne pensons pas qu'elle n'a pas un entourage qui a produit de la note à répétition. Elle vient d'un entourage de techno qui a ses défauts, les défauts des technos, mais c'est des défauts qui sont amoindris chez eux parce qu'ils sont un petit peu désinhibés, ils ont beaucoup moins peur de l'institution. Donc Marine Le Pen, elle n'a pas le pouvoir. Hein. Donc n'ayant pas le pouvoir, elle ne peut pas, évidemment, créer un rapport de force avec la Commission de Bruxelles. Hein. L'objectif, me semble-t-il, en tout cas pour les gens de son entourage qu'il m'arrive de côtoyer, avec qui il m'arrive de parler, l'objectif, c'est une fois le pouvoir conquis, d'instaurer un rapport de force hein, pour retrouver sa souveraineté. Moi, le procès que Zemmour adresse à Marine Le Pen, c'est pas tant sur la question de la souveraineté. Mais je reviens en arrière sur les retraités. Moi, les échos que j'ai eus de l'état-major du RN, enfin de ce qui a pu filtrer, c'est que si elle a un petit peu lissé le discours, pas un petit peu, beaucoup, sur la l'euro, c'est pour rassurer les retraités. C'était pour rassurer les retraités. C'était depuis 2017, c'est un peu l'obsession du RN. C'est comment rassurer les retraités. Donc, moi, mais bon, peu importe, ça c'était une petite parenthèse. Hein, mais faisons confiance au RN, s'il doit accéder au pouvoir hein, pour casser, pour reprendre sa souveraineté. Et donc je reviens à Zemmour. Hein. Zemmour ne reproche pas à Marine d'être souverainiste. Il considère qu'elle est souverainiste. Hein. Il pense qu'elle est assez identitaire. Si vous connaissez le mot de Zemmour, c'est qu'on peut avoir une république islamique, hein, c'est vrai de fait, hein, mais qui serait souveraine. Hein. Pour autant, elle ne serait pas française. Hein. Mais elle serait souveraine. Hein. Donc la souveraineté est un outil indispensable que nous avons perdu, que nous avons délégué. Vous évoquiez les cabinets de conseil, c'est surréaliste. On sous-traite la souveraineté auprès de McKinsey. On sous-traite, on a même externalisé le régalien. C'est fascinant. C'est dire à quel point nous avons renoncé à l'exercer cette souveraineté. Or, lui, me semble-t-il, moi, je suis électeur, je ne suis pas encarté, je ne suis pas militant. Je ne voudrais pas qu'on pense que les téléspectateurs pensent que je suis militant. Je pense que cette question-là, au RN, est posée sur la table. Mais bon, étant minoritaire, 89 députés, on ne peut pas aujourd'hui, sauf à négocier avec LERM, hein, on ne peut pas aller au clash avec la Commission de Bruxelles. Mais quand même, moi je pose un bémol sur le débat de l'entre-deux tours de 2022. Marine Le Pen, elle avait un boulevard pour enfoncer Macron, notamment sur les affaires qui secouent ce pays depuis 5 ans. Pourquoi n'a-t-elle pas parlé de McKinsey? Pourquoi n'a-t-elle pas parlé du Rothschild Gate? Pourquoi alors moi, effectivement, aussi, j'ai discuté avec des membres du RN, de la direction, ils m'ont dit on ne voulait pas aller dans l'outrance. Mais à un moment donné, quand vous avez un président de la République sur une affaire, un scandale d'État, et Uber est encore pire que le scandale McKinsey, elle aurait pu, Marine Le Pen, à un moment donné, je vais être trivé une fois, coller au mur
sur le débat. Bien entendu, Emmanuel Macron n'y voyait pas de parabole physique, mais elle aurait pu coller au mur Emmanuel Macron en lui disant, voilà, tant que vous vous exprimez pas sur McKinsey devant les Français qui sont 20 millions à nous regarder, je n'entamerai pas le débat. J'ai trouvé qu'elle avait été bien timorée sur ces questions-là, qui auraient mérité que Emmanuel Macron, dans ce débat présidentiel, où les chaînes qui ont diffusé, ne se seraient pas permis de couper le sifflet à 20 millions de Français en plein direct, ça c'est sûr et certain. Et je pense que là, vous voyez, ça me pose un problème parce que soit elle n'a pas voulu aller au clash, comme a dit la version officielle du RN, c'était elle ne voulait pas aller dans l'outrance, soit elle n'a pas été suffisamment courageuse pour s'affronter à Emmanuel Macron et lui demander de se justifier solennellement devant 20 millions de Français, ce qui aurait aussi pu faire basculer l'élection, ce qui aurait obligé aussi les médias mainstream à en parler dès le lendemain matin, parce que les médias mainstream, l'affaire McKinsey, ils l'ont enterré vite fait, bien fait, hein. Direct. C'est comme Uber, hein. C'est pareil. Hein. Mais 1000 fois d'accord. Mais 1000 fois d'accord. Le débat, moi j'ai bien précisé qu'elle avait fait la meilleure campagne de premier tour, mais elle a fait la pire campagne de second tour. Il y a une erreur tactique, peut-être même stratégique, majeure lors du débat. Elle a voulu rassurer les gens, parce qu'elle les avait inquiétés en 2017, mais elle a rassuré, certes, mais elle n'a pas du tout assuré. Elle était dans la position de l'outsider, mais de tous les grands stratèges chinois le disent, depuis Sun Tzu. Quand l'insider, celui qui est dans la place, il n'a pas à être offensif. Il attend l'ennemi. De temps en temps, il peut attaquer, mais il attend l'ennemi, puisqu'il contrôle la forteresse. Donc, elle, c'est l'outsider. Donc, elle offensive, punchy, querelleuse. Et Dieu sait s'il y avait des sujets, les cabinets de conseil, les gilets jaunes, c'est sur elle. Bien sûr. Alstom, l'affaire Benalla, il y a un paquet quand même d'affaires. C'est ça, voilà. Et elle ne fait rien. Moi, je pense qu'on peut pas s'épargner. C'est une élection présidentielle, c'est la rencontre d'une personnalité et d'un peuple. Donc, on ne peut pas s'épargner l'analyse de la personnalité, en l'occurrence de Marine Le Pen. Donc, la psychologie de Marine Le Pen. Et moi, je pense qu'elle fait, mais c'est ça qu'il faut qu'elle se corrige, dont elle se corrige. Elle fait un complexe d'infériorité. Elle a eu peur pendant le débat. Le problème, François, c'est que ça fait 3 fois qu'elle se présente. Et sur des modalités simples, moi qui me choque à chaque fois que je vois Marine Le Pen, notamment sur la présidentielle, elle est clafie de notes. Elle est clafie de notes. Elle a des feuilles de papier partout, elle a des fiches. Alors qu'elle n'est pas bonne. Vous avez dit, elle n'est pas bonne. Rappelez-vous le débat de 2017, François, très sincèrement, moi j'ai vu à un moment donné, je me suis dit, il va avoir un conseiller qui va arriver avec une armoire derrière à roulette et qui va lui tendre des dossiers bleus, rouges, verts, et elle se perdit dans ses notes. Et elle continue à se perdre. Donc, elle avait manifestement diminué le kilo papier qu'elle avait en 2007, en 2022. Mais comment voulez-vous qu'après elle se présente 3 fois à la présidentielle et elle continue à avoir des sujets qu'elle ne maîtrise manifestement pas? Et ça, je me dis, est-ce que la question que je pose, elle est ouverte, est-ce que Marine Le Pen a vraiment envie de prendre le pouvoir? Et rappelez-vous, c'est le procès qu'on faisait à son père. Et moi, je me pose la question, et est-ce qu'elle est suffisamment, je finis par là, suffisamment encadrée? Est-ce que les députés RN qui sont aujourd'hui, à part quelques-uns, sont suffisamment robustes intellectuellement de manière à pouvoir faire peser une vraie opposition, de mettre le nez dans les sujets et ça, moi, très sincèrement, aujourd'hui, je me pose vraiment la question, parce que quand on voit celles et ceux qui la défendent sur les plateaux télé depuis quelques temps, on ne peut pas dire quand même qu'on a des aigles. Hein. On a des flèches. Non, je sais bien, c'est le... Écoutez, d'abord, on ne peut pas faire sans elle. Le Front National a 13 millions de voix, même s'il est à 5 millions Macron, c'est presque 19 en fait. Donc divisé par 2, mais il y a 2 à 3 millions d'écart. Et ces 2 à 3 millions vont être très durs à aller chercher. Néanmoins, le Front National est too big et too faible. Il est beaucoup trop gros pour aujourd'hui. Nonobstant cela, même avec ça, le problème du RN, c'est que moi je compare ça à une minorité de blocage dans une société anonyme ou dans une ESS, dans une société commerciale. Vous n'avez pas la majorité, vous ne pouvez pas avoir la majorité. Mais votre minorité de blocage est telle que vous pouvez empêcher toute alternative à la droite de la droite ou chez les populistes. Le pari de Zemmour repose là-dessus. C'est qu'entre nous et le pouvoir, il y a Marine Le Pen qui fait obstruction. Donc, on va démolir Marine Le Pen et accéder au pouvoir. Comme on l'a vu, les choses sont beaucoup plus compliquées que ce les Zemmouriens ne le pensaient. Il y a un comportement d'échec. De fait, il y a un comportement d'échec. Le débat de 2017 est fascinant. Moi, je compare ça à un étudiant qui n'a pas préparé son oral de sa feuille de maths et qui a une panne de réveil. Un psychanalyste s'appelle un acte manqué. Voilà. Le matin du débat, elle fait une migraine ophtalmique. C'est un truc qui vous trouble complètement la vue. Vous voyez rien. Donc, ça s'appelle un acte manqué, parce qu'elle sait qu'elle n'est pas à la hauteur. En termes hippiques, ça s'appelle un refus d'obstacle. Donc, elle va reculons vers le pouvoir. C'est ce qu'un intellectuel génial qui est mort, s'appelait Jean Baudrillard, vraiment un mec génial.
avait fait une analyse comme ça du Parti communiste français dans les années 1980. Il disait que Georges Marchais, il est super, il est drôle, machin, etc. Mais il sait qu'il est nul. Hein. Comme il sait qu'il est nul, hein, il veut pas du pouvoir. Bah, le RN, c'est un peu ça. Mais bon, il se trouve que le RN ne pensait pas qu'il était aussi puissant. C'était un géant endormi. Même le RN ne savait pas qu'il était aussi puissant. Pour avoir 89 députés, ça change la donne. Là, pour le coup, Marine a parlé d'une victoire éclatante au deuxième tour, alors qu'elle a perdu. Là, pour le coup, il s'est produit quelque chose. Donc, le RN est au pied du mur. Moi, les retours que j'ai, c'est qu'il y a un tiers de marinistes, en gros, donc des gens qui sont proches, qui sont des courtisans, en fait. Hein. Il y a un tiers de cette France périphérique. Moi, je suis dans Lyon. Hein. Dans Lyon, on a 3 circonscriptions. On en a 2 qui sont RN. Hein. Oudoul, hein, qu'on connaît. Mais qui a une base militante, et puis un gars dont j'ai oublié le nom, c'est pas ma circonscription, c'est un ancien épicier de 70 ans. Donc il y a un tiers de mecs comme ça, qui appartiennent à la France périphérique, que rien ne prédisposé. Mais il y a un tiers de type un peu solide, hein, pas déconner. Il y a quand même du solide. Hein. Donc moi je suis impatient de les voir à la rentrée ferrailler contre le gouvernement, proposer, amender, proposer des lois, pourquoi pas. Attendons de voir. Le RN, je le redis, est au pied du mur. Soit Marine continue à s'enfermer dans son complexe d'infériorité, je suis pas à la hauteur, je veux qu'on m'appelle chef. C'est Jean-Marie, hein. Je trouve que Jean-Marie Le Pen est un leader populiste d'exception. Mais tout le monde l'appelle président. C'est fou. Tout l'entourage appelle Jean-Marie Le Pen président. On l'appelle président. Président Jean-Marie Le Pen. Il est président de du tout, ce type. Il veut une compensation, en fait, symbolique. Président, parce qu'il sait qu'il ne sera jamais président de la République. Hein. Donc le RN a toujours souffert de ça. Ça, c'est indiscutable. Hein. Ça, c'est en psychanalyse, je suis désolé, hein, ça s'appelle une névrose d'échec. Il y a une putain de névrose d'échec qui est paralysante, qui est incapacitante. Hein. Mais bon, le RN étant la seule force aujourd'hui dominante à droite, en tout cas dans l'échiquier chez les populistes, hein, le RN va agréger peu à peu des gens qui viennent de Reconquête, parce qu'il n'y a pas de perspective à Reconquête. Hein. Il n'y a que des perspectives culturelles. On écrit des bouquins, on fait des conférences, on fait une idée d'été. Donc tous ces jeunes-là, toute cette ressource, va peu à peu. Oui, et puis c'est l'exode à Reconquête. Hein. C'est l'exode à Reconquête. Hein. Il y a beaucoup de gens qui sont partis, qui continuent à partir. J'ai vu que Benjamin Cauchy partait ce matin également. Donc c'est vraiment une exode. La question, d'ailleurs, on va embrayer là-dessus, parce qu'il y a déjà plus de 30 minutes qu'on est ensemble, et on a plein de sujets à aborder ensemble. Merci François Bousquet d'être là, rédacteur en chef de la revue Éléments et directeur de la Nouvelle Librairie à Paris. On va parler aussi de Zemmour. Finalement, Zemmour, est-ce que Zemmour a échoué sur l'union des droites? On avait déjà parlé. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire l'union des droites. Parce qu'avec quelle droite, ça ne veut rien dire. L'union des patriotes, j'aurais compris. L'union des droites, je ne comprends pas. Je ne vois pas. Est-ce que finalement, c'est la droite hors les murs que vous évoquez, vous, régulièrement? Et deuxième question qui me semble intéressante, est-ce que Zemmour a fait de trop de grands remplacements et pas assez de grands déclassements, parce que lui-même me semble quand même particulièrement déconnecté de la réalité des Français. Et finalement, la France périphérique et les Gilets jaunes, il les a vite vus sur deux, trois fiches. Et puis finalement, il est parti tête baissée sur le problème d'identité, mais le problème de la souveraineté et du grand déclassement, il ne l'a pas vu. Moi, c'est mon analyse. Hein. Je pense qu'il est complètement déconnecté et il n'a pas vu à un moment donné ce grand déclassement et il est allé tête baissée. Enfin, quand il nous a parlé des prénoms, parce qu'il a mis un moment à arrêter à parler des prénoms. Hein. Je veux dire, je pense que c'était contre-productif au possible. Je ne voyais pas très bien l'intérêt pour des gens qui galèrent à acheter ou qui ont des boulots extrêmement compliqués. Et il nous a fait après toute l'histoire sur Vichy qui a causé bien des polémiques, il a causé beaucoup de torts. Et les gens, franchement, ils s'en foutent de ça. Concrètement, le français, gilet jaune, français moyen de la France périphérique, qui a un rendez-vous pour une échographie à 60 semaines et son premier Doppler, il le fait 60 km. Je ne suis pas convaincu que ces sujets-là, ça le passionne des masses. Et Éric Zemmour, c'est mon analyse, a vraiment y passé complètement à côté et complètement déconnecté avec un entourage qui, pour moi, je le dis, l'a beaucoup desservi. Pareil. Hein. Sur les 2 points. Le premier, on évacue assez vite, c'est l'union des droites. Hein. Alors, quelle droite? Il y a une pluralité des droites. Moi, est-ce que j'ai envie de voter pour Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, Philippe Juvin? Oh, pas du tout. Non, je ne me reconnais absolument pas dans ces gens-là. L'union des patriotes, oui, c'est ce qui me semble veut faire Marine Le Pen. Elle se situe sur un clivage ni droite ni gauche. Hein. L'union des droites, ça n'a jamais marché en France. Ça peut être tactiquement, ça peut marcher. C'est-à-dire dans le cadre d'une législative, je ne sais pas, il y a un candidat, c'était Bruno Maigret en réalité. Bruno Maigret, c'est moins de 5%. Je ne comprends pas l'acharnement de Zemmour, avec qui j'ai fait pas mal d'entretiens comme journaliste, hein, qui a toujours condamné depuis 20 ans, depuis que je connais l'union des droites. Hein.
Il sait que ça ne marche pas. Lui, il vient du souverainisme de gauche, en plus, Zemmour. Donc, il sait à quel point ça ne marche pas, nous, les droites. Il s'est enfermé là-dedans. C'est incompréhensible. C'est la ligne Marion Maréchal-Le Pen, c'est-à-dire la ligne nationale conservatrice, libérale conservatrice. Ça ne marche pas. Et il a été retoqué. Ça ne séduit que la Manif pour tous, les électeurs de Bellamy. Donc, c'est contre-productif et suicidaire. Mais l'angle mort, vous l'avez pointé, l'angle mort, c'est la condescendance même, il faut le dire. On a parlé de l'arrogance de Macron. Moi, je connais pas mal de Zemmouriens et je suis très attaché à Zemmour parce que c'est un brise-glace qui a imposé des thèmes, dont le thème du grand remplacement. Mais il n'y a pas que ce thème-là. Mais grâce à Zemmour, ce thème a eu droit de citer. Mais il n'empêche, l'arrogance des Zemmouriens. Marine Le Pen est tellement nulle. Elle a des chats, moi j'ai des livres. Le ghetto des chômeurs. Tout ça, on va les balayer. En réalité, il n'existe pas. Et ça, c'est le problème de l'union des droites, cela étant dit. L'union des droites pourrait, à la limite, fonctionner qu'à la condition d'exclure la question sociale, d'exclure le pouvoir d'achat, de faire comme s'il n'y avait pas de pauvres en France. Or, vous l'avez dit, il y a un décrochage, un déclassement massif, considérable. Aucune personne dans l'entourage de Zemmour l'a vu. J'ai fait un entretien, un débriefing avec Jean-Yves Le Gallou, ancien député, eurodéputé du FN, maigretiste, qui était proche de Zemmour, et il me disait la chose suivante: on aurait dû faire une semaine en immersion à Vesoul, à Nevers. Mais les gars, il aurait fallu bien sûr que vous la fassiez, que vous intéressiez à cette France-là. Ça n'existe pas, cette France-là. C'est la France des beaux quartiers, c'est la sociologie bourgeoise, catholique de la Manif pour tous. Pourquoi moi je voterai pour vous? Vous n'êtes pas solidaire de moi. Mais en plus, l'idée même de l'immersion, François, c'est le safari au zoo, quoi. C'est le safari au zoo, l'histoire de l'immersion. À un moment donné, la France populaire périphérique, elle se sent, elle se vit, elle s'appréhende. On connaît les enjeux, on connaît les difficultés. Et elle sait qu'elle est méprisée. Bien sûr. Là, c'est quasiment zoologique, cette immersion. Mais ce n'était pas dit dans le constat de la part de Jean-Yves. C'est un mec élégant. Je connais Jean-Yves. Simplement, ça nous montre à quel point c'est un trou noir. Voilà. On ne sait pas ce que c'est. Zemmour a défendu sur les plateaux de télévision les Gilets jaunes, mais il ne s'est pas intéressé aux Gilets jaunes. Moi, je faisais remonter, comme c'est des copains de part et d'autre, je faisais remonter des infos. Je leur disais que le meilleur slogan pour moi, électoral, c'est le slogan des Gilets jaunes, c'est baisser les prix et le mépris. Donc le mépris, parce que on en a marre d'être méprisé, on en a marre d'être la cinquième roue du carrosse, d'avoir aucune politique de reconnaissance, on ne parle que des minorités et pas de la majorité silencieuse. Donc nous, on veut exister, on veut aussi avoir des quotas à la télévision. On n'existe pas à la télévision, on est des fantômes. On est imbécilisés, on est des abrutis, on a le CAP, etc. Donc non, ça, on n'en veut plus. Mais baisser les prix aussi, nom de Dieu. Le pouvoir d'achat, on a du mal à... Moi, je commence aujourd'hui, mais eux, ça fait des années. Quand cet abruti de sardine Ruisseau nous dit qu'il faut que c'est pas grave si le gaz russe, il n'y a plus de gaz russe, on va baisser de 2 points, de 2 degrés notre consommation. Ma chérie, moi, dans mon village, je connais plein de gens qui n'ont pas de chômage, qui n'ont pas de chauffage. L'arbitrage, pour eux, c'est je me fais soigner les dents ou réparer les dents ou je me chauffe. Bien sûr. Mais François, il y a quand même en plus cette droite. Oui, finissez là-dessus et je reprends. Marine a compris ça. Marine, alors on lui a dit qu'elle avait fait que ça. D'abord, c'est pas vrai. Bardella assurait le service après-vente en matière d'insécurité, d'immigration, etc. Il était assez efficace. Il a démoli Darmanin, il a démoli pas mal de monde sur les plateaux téloches. Mais elle a parlé de ce qui préoccupait les Français. Parce qu'elle les connaît. Le problème de Zemmour, que j'aime beaucoup, la question n'est pas là, c'est qu'il a des lecteurs. Marine a des électeurs. Oui. Je pense que c'est ça aussi. Je pense que la notoriété d'Éric Zemmour, quand il va en meeting et que les gens l'embrassent, je crois que ce n'est pas les Français. C'est une partie des Français qui achètent ces bouquins, ils sont 500 000 ou 1 million, mais les autres achètent. Et je voudrais qu'on revienne là-dessus parce qu'il y a une incohérence, François. Oui. Une petite parenthèse. Je pense que c'est le paramètre de ces pics d'audience à CNews. Il fait 2,3 millions, je crois, et on frôle les 2 millions, le pic d'audience. Et moi, c'est les copains qui me disent ça. C'est que dans les meetings, j'en sais rien, les meetings, ils en ont fait un Saulieu en Côte d'Or, ils en ont fait un dans le Loir-et-Cher. Et le gars me disait, mais je voyais les mêmes types, en fait. Et Johnny, c'était la rockstar. C'est-à-dire que les mecs. C'est Johnny Hallyday de la politique. Voilà, c'est. Dans ces cas-là, interrogez-vous. Putain, à 500 km de distance, vous voyez les mêmes gens. Vous voyez 5 à 6 copains. C'est qu'il y a un problème. Ça veut dire que ces copains-là, ils font le tour de la France comme un tour de Johnny, en fait. Non, mais
Et moi, je pense que là, la grosse incohérence par rapport à Zemmour, parce que je pense qu'il a quand même un fond libéral, finalement, j'arrive pas à comprendre ça de la droite. Et je pense que c'est aussi les raisons du naufrage. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je pense qu'on ne peut pas être conservateur et libéral. C'est-à-dire que quand on est libéral, c'est la dérégulation finalement, c'est un peu, pour grossière le trait, c'est la loi du plus fort, c'est le libéralisme, chacun fait. Et finalement, c'est concasser les gens dans le marché et c'est les déraciner de fait pour qu'ils deviennent des atomes de manière à ce qu'ils puissent continuer à profiter du marché et à s'émanciper économiquement. Mais ça, c'est l'antithèse et l'antinomie pour moi de l'identité, de l'enracinement et de l'avenir, un avenir collectif. Et aussi, en plus, c'est ceux qui a fait plonger des millions de gens, dont des centaines de milliers de gilets jaunes, dans les affres de la paupérisation dans lesquelles ils sont. Donc, si on continue à défendre une ligne libérale, je pense que c'est vraiment se couper de... Et d'ailleurs, c'est 54% d'abstention. Ces gens, aussi bien Marine Le Pen qu'Éric Zemmour, parce que cette émission pose sur la droite, finalement, n'ont pas compris. Bon, les Républicains, ils ont perdu. Ils sont rentrés en Macronie. C'est les progressistes, européistes, absolument. La réforme des retraites, Bruxelles est sur la von der Leyen, enfin tout ça. Donc, je pense que c'est vraiment le naufrage absolu. Mais entre Éric Zemmour et Marine Le Pen, notamment Éric Zemmour, c'est ne pas comprendre la France périphérique, c'est à un moment donné ne pas faire le procès du libéralisme, du néolibéralisme, et ne pas comprendre pourquoi ces gens, comme vous le dites, chez vous dans Lyon ou chez moi ici dans l'Hérault, il y a des gens qui ont quitté les supermarchés normaux mainstream, si vous voulez, finalement, de grande distribution, pour aller dans les low cost. Dans les low cost. Et je parle de cadres moyens, je parle de classes moyennes un peu supérieures qui sont en train de supérieures à devenir inférieures et qui vont aujourd'hui chez Lidl. Parce que Lidl, je finis là-dessus, je crois que c'est 400 ou 500 000 Français en 2021 qui ont poussé les portes de Lidl. C'est pas un fait divers. C'est une véritable paupérisation massive et fulgurante dont Éric Zemmour n'a pas pris conscience. Et une nouvelle fois, je le pense, l'intellectualisme, les bouquins, c'est une chose. L'entourage en est une autre, parce que pour avoir vu œuvrer dans son entourage, très sincèrement, on n'est quand même pas sur des gros niveaux de réflexion. Et puis les stories Instagram, je pense qu'il faudrait mieux aller dans les PMU du coin plutôt que de continuer à faire des stories Instagram et se prendre en vidéo sur TikTok à Carrefour pour voir Éric Zemmour choisir son litre de lait, quoi. Je trouve ça ridicule. Voilà. Vous avez de la chance dans le sud. Moi, je suis dans Lyon, on n'a plus de bar PMU, malheureusement. Oui, c'est Zemmour est un mystère pour moi. Moi, la différence, connaissant l'animal de bestiaux depuis 20 ans comme journaleux, comme à l'interviewer, il n'a jamais été libéral, Zemmour. Jamais. Le mec il a contribué à faire connaître Bossuet. Bossuet, la fameuse phrase de Bossuet, c'est que Dieu se rit des gens qui déplorent les conséquences, déplorent les causes. Voilà, donc les causes. Et quand il dit cette phrase-là, il pense toujours au libéralisme. Et à la droite libérale. Tout le temps. Hein, je vous jure. Oui. Et tout d'un coup, depuis qu'il a rencontré Bolloré, depuis qu'il est sur CNews, tout d'un coup, il voit avec les yeux de Chimène les patrons du CAC 40. Et il ne s'intéresse pas, alors que Bolloré, c'est un homme d'affaires. Et un homme d'affaires, c'est un type qui a le nez creux. Lui, c'est CNews, Bolloré. On ne parle que de CNews, mais c'est aussi C8. J'aurais voulu que Zemmour s'intéresse à C8 bien avant d'étraîner la nouvelle émission de Face à Baba. Il n'aurait pas dû la faire, cette émission-là, parce qu'il était déjà perçu comme chroniqueur. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va chez le chroniqueur star de la chaîne concurrente, puisqu'elle appartient au même groupe sur C8. C'est lui qui étraîne l'émission Face à Baba. Alors qu'il aurait dû, pendant un mois, se retirer sur l'Aventin, faire du De Gaulle, que sa parole soit rare. Mais bon, peu importe. Moi, c'est vous qui m'avez alerté sur les chiffres des gens qui sont rentrés sur la hard discount. C'est 400 000. C'est vous qui m'avez dit, Nicolas, regarde, François, et tenez-vous bien, c'est 900 000 chez Aldi. Il y a 900 000. Vous me donnez d'autres chiffres encore plus importants, François. 900 000 Français. Et comme vous l'avez dit, il y a une sociologie quand même, c'est la classe moyenne. C'est pas que les gens qui ont déjà des depuis longtemps. C'est la classe moyenne dont je parle là. Et j'ai des exemples très précis sous les yeux. C'est la classe moyenne des gens qui ont des crédits, qui sont propriétaires de maisons. Voilà. Donc, si on ne s'intéresse pas à cette France-là, si on pense que le pouvoir d'achat n'est pas un problème, on pense que le pouvoir d'achat, c'est une création médiatique pour contrer le thème du grand remplacement. C'est-à-dire, en réalité, avec une logique complotiste. Comme les Zémouriens. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas, on connaît si peu cette qu'on pense que ça n'est pas un problème. Or, ce problème, on en est qu'au début, en plus. Ah oui, ça va être... On dit qu'on a 7 ou 10 points, mais on commence à parler d'ores et déjà de fermeture du gaz russe. Tout ça, c'est des conséquences en chaîne de la folie de nos gouvernements, de Bruno le rigolo, qui voulait une économie alors qu'il est en train d'effondrer la nôtre. Donc, oui, on aurait voulu qu'il s'y intéresse. Or, Zemmour,
C'est un homme qui. Peut-être que le problème de Zemmour est le suivant, c'est qu'il aime passionnément la France. On ne peut pas lui enlever. C'est un type courageux. Il en a pris plein la tête. Il s'est jamais laissé démonter. Il aime la France. Il est habité par la France. Il ne connaît pas les Français. Oui, moi, je ne lui fais pas le procès de ne pas connaître la France. Je suis entièrement d'accord avec vous. Mais il ne connaît pas les Français. Il ne connaît pas. Il ne connaît pas les Français. Sur le thème du Gilet jaune, d'ailleurs, je ne veux pas faire de procès à quiconque, mais quand j'ai vu qu'il a récupéré des Gilets jaunes pour essayer d'intégrer l'équipe, pour l'avertir peut-être sur des fiches, je connais bien Benjamin Cauchy et Jacqueline Moreau. Très sincèrement, moi qui connais ce mouvement depuis le début, je connais beaucoup de monde dans le mouvement, j'aurais pas pris ni Benjamin Cauchy ni Jacqueline Moreau, qui sont des gens fort sympathiques au demeurant, peu importe. Mais je pense que c'était pas là-dessus. Et puis je pense que j'aurais utilisé notre stratégie que d'espèce de casting du jeu, rappelez-vous, du jeu de société qui est, on fait tomber des petites cartes comme ça. À un moment donné, il fallait aussi prendre des gens qui réfléchissaient sur ces enjeux-là. Jérôme Fourquet, des gens vraiment qui avaient une vision de ce qu'est la France. Et je continue à penser qu'Éric Zemmour, il a perdu là-dessus et qu'il n'a pas du tout compris là-dessus. Mais c'est la question sur laquelle je voudrais qu'on continue à avancer. Finalement, on a parlé de Marine Le Pen qui a fait plus de pouvoir d'achat là-dessus, qui pour moi aussi quand même est un peu déconnecté de la réalité. Éric Zemmour, pareil. Finalement, François, la question que j'ai envie de vous poser, c'est reste-t-il une forme, un embryon de droite populaire, ou est-ce qu'elle pourrait, à un moment donné, est-ce qu'une droite vraiment populaire pourrait émerger dans les mois à venir? Parce que le constat qu'on fait si bien de Marine Le Pen que d'Éric Zemmour, il ne faut jamais oublier que c'est plus la moitié du corps électoral qui n'a pas voté. Oui, je sais bien, mais alors peut-être que c'est une illusion de ma part, mais je pense que cette majorité d'abstentionnistes serait disposée le jour venu, quand la crise sera vraiment là, quand on sera vraiment dans le mur, à voter pour Marine Le Pen. Peut-être pas pour le RN, mais pour Marine Le Pen. Moi, des députés RN me disent qu'ils sont arrêtés dans la rue par des gens qui leur disent les larmes aux yeux, enfin. C'est produit quelque chose. Il n'y a pas d'alternative au RN. Je ne crois pas. Je vous le redis, c'est too big to fail, et c'est une minorité de blocage. Zemmour a fait le pari qu'on pouvait, alors évidemment, sans la droite populaire, qu'on pouvait effacer ces 13 millions de gens. Il y a 13 millions de gens qui ont voté pour elle. Donc le parti, moi je pense que cette droite populaire, moi je reprends plutôt votre terme à vous, l'union des patriotes, une droite patriote qui accepte aussi à la gauche, parce que sur les questions sociales, quand vous regardez le programme du RN, sécurité c'est droite, social c'est plutôt gauche, même s'il y a toujours une droite sociale, mais c'est déjà là. Donc maintenant, il n'y a pas de plan B, c'est pas possible. Quand on fait 13 millions, 89 députés, il n'y a pas de plan B. Ça veut dire que si vous n'aimez pas le RN, tant pis pour vous. Je ne parle pas de vous, Nicolas, mais je parle par exemple aux Zemmouriens. Pour vous, vous êtes foutus parce que pendant 5 à 10 ans, vous allez en bouffer du RN. Derrière, il y a Bardella qui a été mis en avant. Donc cette droite populaire, populiste, parce qu'elle est surtout populiste. Alors, elle a des défauts, les défauts qu'on a pointés, le défaut de compétence, le défaut de professionnalisme, etc., de volonté de réussir, parce que c'est quoi la politique, c'est vouloir que nos idées accèdent au pouvoir, sinon on fait autre chose. Moi, on fait des bouquins, on est journaliste, on est libraire, mais on fait la politique, on veut le pouvoir. Donc maintenant, il faut qu'on convainque. Moi, je crois que notre travail, à nous, c'est de convaincre le RN qu'il peut non seulement accéder au pouvoir, en faisant voter une partie des abstentionnistes pour lui, mais également qu'il peut être à la hauteur des enjeux. Il n'y a pas de solution, il n'y a pas de plan B. Je veux dire, sauf si un Bonaparte sort d'une ville de province. Moi, je rêverais qu'un Bonaparte sorte d'une sous-préfecture et prenne le pouvoir. Mais il y a des prérequis, il y a des préalables. Il faut une révolution, il faut un chaos dans la ville de Paris pour qu'un Napoléon émerge. Là, les conditions ne seront pas réunies. En revanche, on a un parti qui est déjà là, qui est dans la place, qui fait 89 députés. Faisons en sorte que ce parti soit à la hauteur de nos espérances. Alors, c'est intéressant, François, là-dessus, parce que moi, je ne vous rejoins pas sur ce point-là, une divergence d'analyse, bien entendu, parce que vous êtes extrêmement optimiste sur la possibilité encore d'une incarnation politique de la démocratie. Moi, j'en reviens toujours aux Gilets jaunes parce que je continue à penser, et de plus, vraiment, plus les jours avancent, plus je pense que ce mouvement a été fondateur pour beaucoup de choses, pour ceux qui ont voulu l'analyser, y aller et avoir le courage d'aller sur les ronds-points et de discuter avec les Gilets jaunes. Et finalement, rappelez-vous, ils ont excommunié tout le monde, les syndicats, les partis politiques, tout le monde a été excommunié. La gauche a été excommuniée. Bon, elle a tenté après de récupérer pour l'extrême gauche les derniers manifestants, mais les Gilets jaunes canal historique, ils ne voulaient même pas de représentants. Et ça, c'est une notion
c'est une notion qui les a amenés à leur perte, ça c'est évident. Mais par contre, on le voit toujours, moi je vois toujours dans les réseaux Gilets jaunes, ils ne veulent absolument pas de représentants. Et je pense que peut-être, de ce que je connais de la France périphérique, dans laquelle je vis en permanence, c'est qu'il y a plus qu'une défiance politique. Aujourd'hui, la classe politique de droite et de gauche est totalement excommuniée, me semble-t-il. Et ça veut dire que moi, j'ai beaucoup moins d'optimisme que vous en pensant que même un parti comme le RN pourra à un moment donné agréger ne serait-ce que 10 ou 15% des abstentionnistes pour créer une vraie force politique. Après, on verra si elle est compétente ou pas. Mais je pense que les gens, on est arrivés à un truc, et notamment avec la crise économique qui est devant nous, qui est déjà là, hein, elle est déjà la crise économique, la crise de légitimité, les scandales à répétition de l'ère Macron, absolument scandaleux. Je continue à penser que tout cela risque de se finir dans la rue. Parce que la classe politique, il y a un véritable procès en légitimité qui n'a jamais été aussi ardent qu'aujourd'hui. C'est mon analyse. Et j'ai l'impression que personne n'y résistera. Voilà. Personne n'y résistera. Alors moi, c'est sauf sur ce point-là. Mais moi, c'est mon analyse également. Là, tout est en train de se cristalliser. La colère, elle est souterraine, mais elle commence à exploser. Vraiment comme un phénomène volcanique. L'éruption se prépare. Là. Donc des petites répliques, des plus grosses, etc. Les Gilets jaunes, vous avez pointé l'impasse des Gilets jaunes. Moi, je pense, je me prive pas de recourir des fois à des analyses psychologiques. Il y a ce qu'on appelle le narcissisme des petites différences. Les Gilets jaunes ne voulaient pas, et je le vois moi dans la France périphérique, ça me fascine. On voit partout en fait ce phénomène. C'est qu'on ne veut pas qu'une tête émerge. Une tête émerge, elle va attirer la lumière et elle seule. Et son ombre va se porter sur tout le mouvement des Gilets jaunes. Donc ce narcissisme des petites différences, ça fait que dès qu'un chef, c'est un bien grand mot, dès qu'un leadership commençait à émerger, il était délégitimé. Or moi je pense que à la différence du second mouvement Gilets jaunes, c'est le second mouvement, il y en a 3 si on veut, le mouvement de la France périphérique, donc les prix et le mépris, jusqu'à fin décembre, début janvier. Ensuite, il y a le mouvement pour le référendum d'initiative populaire ou citoyenne. Et puis après, il y a les antifas qui démolissent le reliquat, ce qui reste des Gilets jaunes. Mais ce second temps, qui est celui de la démocratie, plus que participative. Ah oui, c'est plus que participative, oui, c'est la voie référendaire en fait. Voilà. Bon, c'est une démocratie directe sur beaucoup de sujets. Oui, sur les grands sujets régaliens, oui, le référendum. Sur les votations à la Suisse, sur tous les sujets, non. La plupart des Suisses s'en désintéressent. La plupart des sondages, les votations sont manipulés. Moi, je pense, moi, il me semble-t-il, en tout cas, moi, je raisonne pour moi. Moi, j'ai pas envie de m'auto-gouverner. En revanche, je veux avoir le bon pasteur. Moi, je veux qu'il y ait un bon pasteur. Je pense que le peuple, plus qu'autant qu'un bon chef, moi, je recours au langage évangélique. Beaucoup plus, même si c'est un chef, au fond, qui recherche. On recherche. Et dès que le chef se manifeste, on le suit par son charisme, son énergie, etc. Parce qu'il est porteur de notre espérance. Il faut que l'espérance. C'est une vision. Une vision. Comme disait Malraux dans La Voie royale, mais La Voie royale, je suppose qu'il y a un chef. C'est pas tout être roi. Ce qu'il faut, c'est fonder un royaume. Être roi, c'est après tout, c'est à la portée de Macron. Mais il n'a pas fondé un royaume. Mais moi, je crois que les gens cherchent un chef, cherchent du leadership. Veulent être représentés. Pourquoi? Parce que on est des animaux de petite compagnie, on s'occupe de notre famille, de nos enfants, de notre jardin à la campagne, de notre potager, de nos voisins, de nos bouquins, mais on n'a pas de temps. Déjà, nos vies sont chronophages, donc on n'a pas le temps de se représenter. En revanche, on cherche le bon chef. Alors, c'est l'homme providentiel, vous me direz, Bousquet, François, vous cherchez l'homme providentiel. Non, moi je le redis, c'est le bon pasteur. Je cherche la personne ne va pas nous trahir, qui va nous défendre. Oui, vous avez tout dit, François. Je suis d'accord avec vous. Je ne pense pas que les gens veulent aller faire des RIC chaque dimanche. J'en suis convaincu que non. Ils ne veulent pas y aller. Vous avez raison. Mais je pense que ça remet en cause et ça retourne finalement la notion et l'intégration et le rôle central de nos élites. Qui sont nos élites aujourd'hui? Des gens finalement qui sont en divergence d'intérêts avec le peuple français, mais qui sont dans une convergence d'intérêts avec des groupes privés, comme on le voit avec les Files, ou comme on le voit avec le McKinsey Gate ou autre. Finalement, nos élites ont trahi. Une partie est corrompue, parce qu'il faut le dire, aujourd'hui, une partie de nos élites est totalement corrompue. Et quand le peuple lève le nez, c'est les LBD, c'est la frappe, et c'est les petites frappes, et c'est les coups de matraque. Mais je continue à penser, et là je suis d'accord avec vous, je vous rejoins, que la majeure partie de la population veut vivre paisiblement,
veut s'occuper finalement de son précaré, qu'il soit un balcon, un appartement ou une petite maisonnée, ou une petite villa, ou peut-être une grande villa, mais n'a pas envie d'aller débattre effectivement sur la voirie, sur la délocalisation, sur la décentralisation, quel est le rôle de la région, de la métropole et tout, ils s'en foutent. Mais par contre, ça présuppose bien entendu qu'il y ait une reprise de la légitimité politique du mandat ou du mandataire, et à partir du moment où on sait que la personne qu'on a balancée à l'Assemblée est valable. Mais aujourd'hui, ça s'est cassé, c'est irrémédiablement cassé. Et je pense qu'il faut repenser l'élite telle qu'elle est. Et d'ailleurs, amusez-vous sur les réseaux quand je fais des lives. Et d'ailleurs, je pense que ça va être le cas maintenant dans cette émission, qu'on va parler d'élite, on va nous dire les élites sont corrompues. J'en suis convaincu. Voilà, parce que les gens, les élites, pour eux, c'est des gens qui sont là, qui n'ont pas les mêmes intérêts, et surtout qui sont là aussi pour être coercitifs si le peuple s'amusait à un moment donné à rébéquer, comme on dit dans le Sud, ou à rétorquer que finalement l'intérêt n'est pas là. Et ça, c'est la vraie question. Procès en légitimité et rôle des nouvelles élites. Et quelles sont les nouvelles élites? Parce que je pense que pour un pays, il faut des élites, et vous l'avez dit, il faut un chef, un charisme, et quelqu'un qui rangeait sa bannière, mais surtout qui a une vision, et qui est là aussi pour garantir l'indépendance et la protection de sa population. C'est d'ailleurs l'article 7 de la Constitution, hein, au passage. Ouais, non, mais nous sommes malheureusement d'accord. C'est là, il y a une révolte. Moi, j'adore. Alors, c'est une référence. Une référence. C'est Christopher Lasch. L-A-S-C-H. Qui la révolte, qui est un grand historien américain génial. C'est le plus grand théoricien du populisme. Et le populisme à taille d'homme. Pas un populisme de fou, quoi. Un populisme pour nous. Et Christopher Lasch a fait un bouquin qui s'appelle La révolte des élites. Il y a 30 ans, il y a 30 à 40 ans, ce n'est pas les masses qui se sont révoltées, ce sont les élites qui se sont révoltées contre les peuples, qui ont donc trahi les peuples. Moi, je rajouterais au procès en corruption des élites. Macron nous montre à quel point le procès en corruption a droit de citer, mais lui va se retrancher en disant mais qu'ils aillent au pénal, c'est ce qu'il avait dit. Qu'ils viennent le chercher, le chercher, qu'ils essayent la dictature, mais mon gars, tu nous as donné un avant-goût de dictature, en tout cas pour les jaunes. Pourquoi as-tu envoyé les brigades mobiles et les Bravem sur les gilets jaunes et pas sur les racailles au Stade de France qui ont dépouillé les Anglais et les Espagnols? Il faudra qu'on nous explique. D'ailleurs, ça revenait souvent dans les manifestations, je me permets, François, là-dessus. Combien de fois j'ai entendu les gilets jaunes dire au CRS, vous faites moins les malins dans les banlieues, et plus récemment, vous faites moins les malins en Corse. Je l'ai entendu dans les manifs et à plusieurs reprises. Plusieurs reprises. Donc, c'est quand même, il y a une prise de conscience de ces Français qui se font taper sur la tronche, parce que c'est le cas. Ils ont bien compris qu'il y avait un sacré deux poids, deux mesures qui laisse vraiment rêveur. J'ai terminé. Et pas seulement en violence physique, en violence fiscale. Parce que je veux dire, les radars, c'est ça, on est des pigeons, en fait, on est des pigeons, quoi. Nous, on doit payer nos amendes, mais pas les autres. Mais au procès en corruption, qui est manifeste, mais il y aura instruction. Allez savoir, parce que le parquet est contrôlé par le ministère de la Justice. Ça se mord la queue. Il n'y a plus de séparation des pouvoirs, en tout cas, elle est fictive. On raconte qu'il y a de séparation des pouvoirs. Mais moi, surtout, je trouve que c'est le procès en incompétence. Ils sont nuls. On pense toujours au principe de Peter, qui postule qu'on atteint tous, moi, un seuil de compétence ou d'incompétence. Je peux être un bon colonel, mais je serai un mauvais général. Voilà. Ce principe d'incompétence affecte toutes nos élites, qui sortent du même moule. On leur apprend à gérer, ils font de la gouvernance. Dès qu'il arrive une situation d'exception, et dans leur esprit, le Covid est une situation d'exception. Pas dans le nôtre, mais dans leur, c'est l'exception, le Covid. Ils savent gérer. Sur le Covid, il y a une immuno-défaillance. Il y a une immunodéficience de nos élites. Parce qu'elles sont nulles. Parce qu'on leur a appris à faire du contrôle de gestion, à obéir à des protocoles. Et tout d'un coup, il y a l'inconnu qui débarque. Ils savent pas gérer l'inconnu. C'est là où on les voit au pied du mur, ils sont nuls. L'inconnu a été géré par McKinsey et il ressemble et il tombe directement dans la boîte aux lettres d'un certain Albert Bourla. Vous savez de qui je parle pour éviter de me faire saccager la vidéo. McKinsey et autres cabinets de conseil. Et là encore, on le voit, la corruption. Alors là, on est au cœur de la corruption. Parce que c'est les Américains, ils appellent ça le revolving door. C'est-à-dire qu'on passe du privé au public, du privé au public. Chez McKinsey, c'est formidable. Le patron de CRM, en 2017, il vient de McKinsey. Le patron de Polytechnique, il vient de McKinsey. J'ai entendu l'autre jour que vous faisiez un édito contre la tech. La tech, c'est ces malades de McKinsey qui faisaient les rapports pour l'Élysée. Je le redis, quand un État commence à déléguer à des cabinets privés
D'abord, c'est une offense à nos fonctionnaires, mais je l'ai dit, ils sont nuls. Comme ils sont nuls, bon, mais on les paye quand même. C'est la double peine. On paye également les cabinets de conseil, mais en plus, on externalise le régalien. C'est à quel point on a renoncé même à l'idée même de souveraineté. Bien sûr, bien sûr. Et c'est surréaliste. Donc, et puis, François, je me permets aussi, des boîtes comme McKinsey ou d'autres boîtes qui ont œuvré notamment avec la crise Covid, ont géré des données de santé qui, selon le Patriot Act américain, tombent dans l'escarcelle des renseignements américains, parce qu'il faut quand même le dire, ça aussi. Enfin, il y a vraiment, on peut nous parler de l'ingérence russe ou je ne sais quoi encore, mais la réalité, c'est qu'il va falloir faire le procès de tout le monde, en fait. Si on fait le procès de l'ingérence étrangère, il va falloir faire le procès des Américains. Mais bon, apparemment, les Américains sont en odeur de sainteté dans ce pays. Voilà, c'est comme ça. On n'arrivera pas, puisqu'ils sont tous passés, ils ont été de toute notre élite, de droite comme de gauche d'ailleurs, dans les partis du gouvernement. Je ne pense pas qu'au RN, ni du reste des Insoumis, il y ait des gens qui étaient sollicités par les Américains pour faire des stages là-bas. Je ne sais plus quel est le terme, mais il y a une diplomatie publique américaine active. Oui, on est contrôlé par l'Amérique, on est contrôlé par l'Amérique, par les GAFAM. Maintenant, on commence à parler de capitalisme de surveillance, parce que il y a des capteurs partout, on est contrôlé par la CIA, par les antennes et les départements de la CIA. Donc oui, il y a un problème de mainmise américaine sur notre institution qui est plus que problématique. Et c'est pour ça qu'il faut qu'un parti, une personnalité, Marine ou une autre, peu importe. Moi, je ne suis pas adhérent au RN, en moque, balaye tout ça. Il faut nettoyer les écuries de l'OGIAS, qu'on restaure la souveraineté de la France et du peuple français, et qu'on chasse les chécards. On les appelait les chécards à l'époque des scandales de Panama au début de la Troisième République. Mais la Troisième République a su créer une élite. On a dit que c'était une république juive, protestante, franc-maçonne. Je veux dire. Mais c'est pas vrai, c'était une république des instituteurs. C'était la méritocratie. La Troisième République a su, grâce à l'éducation, fabriquer une élite méritocratique qui allait de l'école normale d'instituteurs jusqu'à l'école normale supérieure. Donc, nous, on ne sait pas le faire. Nous, notre élite, elle est nulle. Je redis, on a détruit surtout, François, on a détruit aussi ça. On a détruit le système scolaire, on a abruti les gens avec du soft power américain depuis 30 ans, je me tue à le dire en permanence. On a vraiment abruti les gens délibérément. Je pense vraiment, on a icaïsé la société, on a fait des ronds-points et on a pensé finalement que les gens deviendraient des tubes digestifs et on a tué aussi le système scolaire. Non, mais c'est la réalité. C'est que digestif, Burger King, McDo, Netflix, Ikea et puis belle-mère, RTT, vacances de 3 jours, all inclusive au fin fond de Crète et Malte avec EasyJet à 60 balles. Et puis on s'est dit, les gens, ça va être génial. Manque de pauvres, plus grève EasyJet, plus d'argent, plus de carburant, plus de pouvoir d'achat pour aller à Ikea. Et en plus, les grandes surfaces ne peuvent pas faire de promotion, de grandes promotions au grand désespoir de notre cher Clément Beaune et Marc Fesneau qui demandent maintenant, qu'ils vont pleurer à tout le monde de faire des promotions ou des petits gestes sur l'autoroute. Mais pour en revenir à ça, on a abruti les gens aussi. Et l'éducation nationale, on l'a défoncé. défoncé. C'est vulgaire, mais c'est vraiment ce qui s'est passé, quoi. Il y a Brigelli qui est un prof à Marseille, prof de lettres, de littérature. Il a fait La Fabrique du crétin et là il vient de sortir le tome 2, La Fabrique du crétin, vers l'apocalypse scolaire, je crois. Où il dit que justement, on a délibérément cassé l'appareil éducatif pour fabriquer du consommateur. Ce qu'on a voulu fabriquer du consommateur. Mais cela étant dit, moi, je trouve, Nicolas, parce que là, ça nous pose, on est plongé dans la France périphérique aussi. Bien sûr. Des Kevin, des Jordan, etc., de la sociologie des prénoms, des séries télévisées. Moi, je trouve qu'on a acculturé, parce qu'il n'y a plus de parti communiste. Le parti communiste, c'était comme une école de cadre. C'était une école de loisirs pour les enfants. L'église aussi. Il n'y a plus d'église dans la périphérie. Toutes nos églises sont fermées. Alors on a déchristianisé aussi. On a déchristianisé à mort. Alors qu'en ville, dans l'électorat de Zemmour, les églises sont pleines. Dans les beaux quartiers, en tout cas, elles sont pleines. Chez nous, c'est tout enfermé. Ça ouvre parfois une fois par an, et encore, ou deux, quand il y a un décès, et quand le décès est prononcé selon les rites catholiques. Donc, on a acculturé ces gens-là en voulant faire des zombies, mais ils résistent. Ce qui est formidable, c'est qu'ils résistent. Les Gilets jaunes nous montrent qu'ils résistent. On pense qu'on veut de l'équipe de France de black en football. Moi, les villages ne sont pas voisés quand l'équipe de France gagne. Il y a encore des réflexes sains. C'est une population qu'on a voulu abrutir par C8, par Énergie 12, etc. Et qu'on a fait. Mais il n'empêche, il y a encore du réflexe. Il y a encore des. Bien sûr.
Il y a un enracinement. Il y a un enracinement. Très, très sincèrement, il y a vraiment un enracinement là-dessus. Ce qui est intéressant aussi, c'est de penser. C'est mon analyse. Et aussi, c'est que j'ai l'impression, depuis les Gilets jaunes, une fois, je m'accroche à ce mouvement, mais parce que je pense qu'il est vraiment évocateur de la France. Ouais, il est vraiment fondateur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je pense qu'aussi les gens reprennent en main leur destin ou veulent comprendre pourquoi on les a arnaqués à partir du moment où ils ont plus rien dans le frigo. Et je connais beaucoup de Gilets jaunes qui étaient avant complètement zombifiés et qui sont revenus finalement à la citoyenneté parce que ils n'avaient plus rien dans le frigo, parce que Netflix a été coupé, parce que à la carte bleue, quand ils arrivent au distributeur, c'était paiement, retrait impossible. Et je pense qu'aussi la paupérisation a fait que ces gens se sont réintégrés, réinscrits dans leur citoyenneté, ils sont revenus la foi. Ça me semble intéressant. Et puis l'enracinement, je continue à penser, Bérénice Levé, très très bon livre de Bérénice Levé, où elle explique notamment que l'enracinement est propre à chacun. Ça n'existe pas les citoyens du monde. Moi, je ne crois pas aux citoyens du monde. Il y a un enracinement. Nous avons tous, même le pire bobo wokiste parisien qui habite dans le 7e et qui va à Uber Prime prendre un lounge à Air France pour aller dans un saut à New York pour boire un cocktail Moscow Mule parce qu'ils se sont mieux à New York dans le Cantal ou qu'à Paris, et ben, il est toujours enraciné parce qu'il est toujours de quelque part finalement. Voilà, mais ça, c'est des thèses qui me semblent extrêmement intéressantes. Ouais, et c'est encore plus vrai pour la différence entre le bobo et la France périphérique, c'est que le bobo, il n'en fait pas l'aveu. Lui, c'est un tricheur. Lui, oui. il peut se donner le luxe de faire semblant, mais c'est pas vrai. Oui. En revanche, dans la France périphérique, mais la France majoritaire, en vérité, la France centrale, dans la France centrale, il y a encore, d'abord, il y a un résidu de l'ancienne culture. Moi, je découvre, je m'installe dans Lyon il y a 12-13 ans, dans un village, et je me rends compte qu'il y a ce qu'on appelle un capital d'autochtonie. C'est la chasse, c'est la cueillette de champignons. Moi, chaque année, il y a la galette des rois, hors Covid, évidemment. C'est l'occasion pour le village de se retrouver. Il y a 200 personnes. Il y a la Sainte-Barbe des pompiers. C'est-à-dire que c'est un repas. C'est-à-dire qu'une partie du village se retrouve. Il y a le repas des vieux. J'apprends même, il y a le repas de tête de veau. J'apprends même aux gars qui votent à droite que la tête de veau, on fête en fait la tête du roi. La tête de veau, c'est révolutionnaire. Mais dans le village, ça fait qu'il y a encore une vie dans le village, même si on n'a plus de PMU et même si on Bourgogne, il n'y a pas l'identité qu'il peut y avoir chez les sudistes, par exemple. Donc, il n'y a pas mais il n'empêche, tout ça a survécu. Si on ajoute ça, le frigo vide, moi je suis comme vous, je suis obsédé par ça, j'adorerais faire une méthodologie à la Roland Barthes sur le congélateur. Parce que moi, c'est quand le conjo est vide, là, les promesses que devait tenir ce monde-là, du crédit à outrance, des loisirs à outrance, que sais-je, etc., de la super bagnole avec des traites impossibles, les promesses s'effondrent. Tout d'un coup, on revient sur Terre, on revient au principe de réalité. Et le principe de réalité, vous l'avez dit, c'est l'enracinement dans le temps, dans le village, c'est la solidarité communautaire. C'est tout ce que notre monde nie. Et donc, qui retrouve droit de cité. Donc, pour ça que moi, c'était pour répondre aussi à une de vos questions. Je fais pas de politique, mais j'en parle. Ça commente, c'est facile. Donc, je le redis, l'art est difficile, la critique est facile. J'en conviens aisément. Mais la politique, c'est un pari. C'est un pari de volontarisme, c'est de l'espérance. Donc, on est obligé de faire acte de foi. Sinon, on ne fait pas de la politique. Bien sûr qu'il y a plein de trucs qui sont désespérants. Je veux dire, il y a plein de choses désespérantes. Les niveaux, etc. Les zombies qu'on fabrique, les nanas qui ont les cheveux bleus, verts, woke, on ne sait pas d'où ça sort. Tout ça peut nourrir une forme de désespérance. Mais si on ne fait pas l'effort d'un acte de foi, c'est ça la politique. On y croit. Quand je dépose dans l'urne mon bulletin, pendant une fraction de seconde, je pense que mon bulletin va changer la face du monde. Mais c'est pour ça que ça marche, le vote. C'est d'ailleurs pour ça qu'on va voter aussi. Ouais, c'est pour ça qu'on va voter. Et on va voter dans une urne. C'est religieux, une urne. Donc, tout ça nous dit que la politique, c'est aussi de l'espérance. Moi, je veux croire, même si, quitte à me planter, je me suis souvent planté, moi le premier, et plus que des autres, quitte à me planter, je veux croire que ça peut marcher. Je veux croire que les gilets jaunes vont dépasser leur incapacité à se structurer en courant politique. Je pense qu'ils vont se structurer d'une manière ou d'une autre. Je veux croire que le candidat populiste, peu importe son nom, je m'en moque, finisse par nous conduire au pouvoir et porter un programme de restauration de l'identité, de la souveraineté, de la France, bref. Sinon j'arrête. J'écris des romans, je sais pas. Ouais, non mais si vous avez raison, c'est une question. Moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est à un moment donné, comment on peut penser qu'une partie des Français qui sont encore endormis
je le dis, hein, ceux qui sont allés à la plage, pour ceux qui ont encore les moyens d'aller à la plage, qui sont affalés devant Netflix, qui pensent à leurs 3 joueurs de RTT, parce qu'aujourd'hui, plus personne ne part en vacances. Les chaînes info mainstream nous font les kilomètres de bouchons, mais ces gens ne comprennent pas que plus personne ne peut partir en vacances. Il y a déjà 2 ans, c'était 60% des Français qui ne partaient pas en vacances. Imaginez cet été. D'ailleurs, il y a moins de bouchons en ce moment sur les routes. Et comme il n'y a pas de vol et que le train, c'est le bordel et que c'est 240 € la place pour faire 20 km, c'est compliqué. Les gens vont en famille parce qu'ils n'ont pas les moyens de faire autrement. Finalement, comment on peut penser, à quel moment on peut placer le curseur du basculement des gens qui sont aujourd'hui véritablement endormis, qui partagent aussi le postulat que l'État leur veut du bien. Ça, c'est ma grande théorie. Je pense que l'abrutissement et la propagande font que les gens ont dans la tête vissé que l'État, forcément, s'il dit ça, c'est qu'il veut notre bien. Donc, tout ce qui pourrait porter atteinte à la parole officielle, c'est du complotisme, du fascisme, je ne sais quoi. Finalement, à quel moment ces gens-là pourraient s'éveiller, si ce n'est avec la tyrannie du frigo vide? Est-ce qu'on peut... Moi, je pense que ça risque d'arriver dans très peu de temps, finalement. Très peu de temps, parce que là, les frigos commencent à se vider de façon très dangereuse, quand même. Hein. Moi, je pense que c'est le seul argument. C'est quand on regarde, par exemple, la Révolution française, elle est précédée par un siècle de les Lumières, des idées, des intellectuels, des journaux, des gazettes qui se diffusent en Europe, etc. L'encyclopédie. Mais bon, il y a quand même les grandes révoltes frumentaires, les révoltes du blé, année 1770, 1780, en 87, 88, 89, il y a des révoltes frumentaires. Donc, c'est le préalable. Hein. Moi, avec Marie-Antoinette, rappelez-vous, qui était appelée Madame Déficit. Marie-Antoinette était appelée Madame Déficit, d'ailleurs. C'était incroyable. Parce qu'il y avait une débauche somptuaire, vraiment, de la part d'une aristocratie qui jouait, qui construisait des monuments. Je lisais récemment, alors si on c'est la Dubarry, je crois, je ne vais pas dire de bêtises. Si on le transforme en argent de l'époque, en argent d'aujourd'hui, c'est de l'ordre de c'est 1,5 milliard d'euros qu'elle a dépensé en toilettes, en châteaux construits, etc. Enfin, ce genre de choses. Hein. Les principales courtisanes du roi, de Louis XV et de Louis XVI, ou de Louis XIV même, si on les transforme en argent constant, pardon, voilà, chercher une formule, c'est de l'ordre l'une 1,5 milliard et l'autre un peu plus d'un milliard. Donc il y avait légitimement à ça. Mais là où je veux en venir, c'est que dans une autre vie, je travaillais avec des Serbes qui étaient à l'époque de l'éclatement de la Yougoslavie. En fait, une maison d'édition qui s'appelait L'Âge d'Homme. Hein. Et les Serbes m'ont raconté que avant l'éclatement, 6 mois avant l'éclatement de la Yougoslavie, on allait encore faire du ski. On vivait encore dans un monde faux. On faisait semblant de croire que la Yougoslavie allait durer éternellement, alors qu'elle était à crédit grâce à l'argent des Américains, entre autres, et des Européens, parce que c'était un petit peu le vilain canard dans les pays du pacte de Varsovie. Les gens faisaient semblant. Et ils me disent souvent que moi, ce qu'ils voient en France, ça leur fait penser à ce qui se passait en Yougoslavie avant l'éclatement de l'ex-Yougoslavie. Et autre chose, comme c'était des gens on était les éditeurs des dissidents communistes, hein, on a édité pas mal de Russes blancs. Les Russes blancs, c'est les gens qui ont quitté la Russie en 1917 quand il y avait la révolution. On a compris, ces gens-là, que les moujiks, que le peuple, pas au début, mais peu à peu, va se retourner contre eux. Et moi, j'ai toujours en tête quelques auteurs qui disent, mais ils se retournent contre nous parce qu'ils ont faim. Parce qu'ils ont faim. C'est parce qu'il n'y a pas de révolution sans ça. C'est le préalable à la révolution. La colère ne s'invente pas, sauf c'est les intellectuels. Hein. Journalistes, pour ne pas être trop pompeux. Quoi. La colère ne s'invente pas. La colère, elle monte surtout. Voilà, elle monte. Hein. Elle monte et elle monte parce qu'on n'est pas représenté. On l'a dit, il y a une crise de la démocratie. C'est quoi la démocratie? C'est démos et kratos. Démos, c'est le peuple, kratos, le pouvoir. On a un pouvoir sans peuple et un peuple sans pouvoir. Donc le peuple n'a pas de pouvoir, colère monte. Hein. Et puis après, on nous dit qu'on va effondrer l'économie russe. Hein. Alors qu'on effondre notre économie. Donc évidemment que la colère va se décuple, hein, mais il faudra qu'à un moment donné, on peut pas. Moi, ça m'est arrivé quelques fois dans ma vie, je veux dire, mais comme j'ai 2 métiers, ça me fait 2 revenus, disons. Mais quand on n'arrive pas à boucler le fin de mois, on ne pense qu'à ça. On ne pense pas à autre chose. Hein. Et puis en plus, le postulat, c'était aussi que le marché, l'hédonisme, remplacera la démocratie. Parce que rappelez-vous, c'était la mondialisation heureuse. C'est ça qu'on nous a vendu. C'est ça qu'on nous a vendu. Les premiers de cordée tireront les autres vers le haut. Et finalement, quand vous supplantez la démocratie avec le marché et l'hédonisme, et que toute une population se rend bien compte qu'on les a pris pour des imbéciles, et bien là, très sincèrement, donc la fin, c'est la fin, on va dire, primaire, mais c'est aussi la fin de la consommation. La consommation, je veux dire, purement mercantile, la consommation du loisir, la consommation, et ça, aujourd'hui, je pense que ça constitue la fin
dire la fin de ne pas plus pouvoir s'acheter finalement un téléphone à 1000 balles ou autre chose, ou faire des loisirs ou partir en avion en low cost. Et je pense qu'effectivement, là, on y est maintenant parce que rendez-vous compte que je l'alerte depuis 3 semaines ou un mois qu'il y aura des pénuries de chauffeurs de bus scolaires en fin août. Il y a des départements entiers, les bus, chers amis, ne passeront plus. Vos gamins vont rester sous les abribus. Alors par contre, pour ceux qui ont la chance d'habiter dans des communes, des villes écolo-wokistes, vous aurez les arrêts de bus végétalisés. Mais il n'y aura pas de bus qui va passer, en fait. Donc, vous pouvez faire des petites mers verts d'écolo. Et puis, 5 balles. Le stylo va coûter 4 euros. Donc, ça va être terrible. Ça va être terrible parce que les gens n'auront même plus les moyens, finalement, d'acheter une trousse, une gomme et de la colle Cléopâtre à leurs gamins. Enfin, c'est un effondrement total. Voilà. Et ça va être, à mon avis, ça va être assez terrible. Ouais. Et en même temps, il n'y a que ça qui est porteur d'espoir, hein, puisqu'il n'y a que ça qui peut renverser la table. Malheureusement. Et qui peut renverser la table et le système. Hein. Moi, c'est raison pour laquelle je ne veux pas non plus vous imaginer que je vois l'avenir en rose. Hein. Non, bien sûr. Mais il y a des possibilités d'alternatives. Enfin. Jusqu'à présent, c'était que, comme disait Michéa ou l'autre, je ne sais plus, c'est l'alternance sans alternative. Hein. Ouais, c'est l'alternance unique, c'est Michéa qui dit ça. Ouais. Voilà, Michéa, ouais, bonnet blanc, blanc bonnet. Quoi. Donc ça ne change pas en fait. Et Macron, c'est parfait puisqu'il a la croisée des deux. Il est un peu blanc, il a un peu bonnet. Quoi. Il a un peu bonnet, peu importe. Hein. Là, on a la possibilité peut-être de renverser la table. Hein. À condition que la révolte populiste, hein, parce qu'on n'en a pas parlé, peut-être un petit mot là-dessus. Ouais. Le problème de la révolte populiste, hein, c'est souvent elle échoue. Je me suis intéressé, comme journaliste, il m'est arrivé de faire des dossiers sur la révolte, hein, et donc de travailler sur la révolte sur 7 à 800 ans, hein, donc c'est énorme. Hein. Le nombre de révoltes qu'il y a eu en France, c'est fascinant. Les éphémérides de la révolte, hein, je vous jure, il y en a des centaines et des centaines et des centaines. On appelait ça des émotions sous l'Ancien Régime. Et jamais les révoltés, le paysan qui prenait sa fourche voulait tuer le roi. Hein. Jamais. Il en appelait au contraire à l'arbitrage du roi tout le temps, donc du chef. Hein. Et il mettait la fourche dans l'agent du fisc. Ça, oui, forcément. Mais bon, le problème, c'est que donc c'était des révoltes. Les deux sources de révolte, c'est révolte antifiscale, comme les gilets jaunes. La taxe est trop haute, donc on veut la baisser. Vous voyez, au long cours, c'est la même chose. Hein, c'est fou. Hein. Et des révoltes frumentaires, donc c'est des émeutes de la faim. En vérité, les révoltes frumentaires, c'est les deux gros. Et ben, ça échoue tout le temps. Ça a tout échoué, sauf en 89. Hein. C'est-à-dire qu'on n'a jamais renversé. Évidemment, il y a eu des poussées de violence, de colère, de fièvre, mais ça retombe. Le truc retombe après. Donc il faut, la vie avec les gilets jaunes, il faut que la colère ne retombe pas, qu'elle se structure, qu'elle se dote d'un mouvement ou qu'elle s'agrège à un mouvement existant, qu'elle ait un chef, parce qu'il lui faut une direction. C'est comme ça. Et là, à ce prix-là, au prix d'un certain nombre de souffrances, à commencer par celle du déclassement, de la précarité, de la paupérisation qu'on évoque, hein, et ben, on pourra peut-être s'offrir une alternative politique. Hein. Ouais, oui, parce que vu la violence et la coercition de cette oligarchie, regardez ce qui se passe aux Pays-Bas. D'ailleurs, au passage, bisous à nos médias mainstream qui n'en parlent pas du tout. Hein, ce qui se passe aux Pays-Bas, ça fait 2 semaines que ça dure. C'est de plus en plus violent. C'est de plus en plus, ça commence en Allemagne. Ça part un peu en Italie. Ça commence en Espagne. Je pense que la violence, coercition et de la mort aussi de l'oligarchie mondialiste européiste menée par la Commission européenne et des lobbies privés, dont Macron en a les meilleurs parangons, c'était une violence. Ça fait 5 ans. Plus que ça, mais ça fait 5 ans qu'on vit quand même un enfer avec ces gens, un véritable enfer. Et ça a commencé en 2005 et surtout en 2008 avec le viol démocratique du traité de Lisbonne. Et je pense que depuis, c'est monté en puissance comme très rarement on avait vu dans un pays du 21e siècle, une société contemporaine et dite démocratique et libérale. Heureusement d'ailleurs que Macron nous a dit qu'il était libéral, sinon on ne l'aurait pas cru. Qu'est-ce que ça aurait été s'il n'avait pas été libéral? Mais je veux dire, on en est là. Donc j'ai quand même l'impression que la mayonnaise est en train de monter, pas la moutarde, parce qu'apparemment il n'y en a plus de moutarde, mais la mayonnaise est en train de monter, quoi. Voilà. Oui, et puis on peut même rajouter, c'est pas comme la mondialisation est un phénomène mondial, pardonnez la palissade, si je peux dire. Hein. On a vu là le Sri Lanka, ce que nous on a raté avec les gilets jaunes, c'est-à-dire l'expulsion de Macron du Puy-en-Velay, où il s'enfuit comme un timoré parce que la foule lui court après, ou alors les hélicos aux Champs-Élysées. Et il y a bien eu des hélicos, je crois, au 2e, au 3e acte. Oui. En décembre 2018, oui. D'ailleurs, à un moment donné, j'ai relu un article ce matin, je pensais que c'était là, mais c'était dans la dépêche, où à un moment donné, pendant la crise des Gilets jaunes, qui a été à la lanterne, on est en plein mois de décembre, il déclare ça dans la presse, c'est facile à retrouver, à force, ils vont me buter, et Brigitte, je t'en parle même pas.
Oui, Je oui, l'ai lu non, dans mais la dépêche ce matin, mais c'est un article qui remonte. Hein. C'était 2018, décembre 2018, c'est pas maintenant. Soyons ouais, clairs. Mais on- c'est qu'il a eu peur quand même, Macron. Hein. voilà, et il ne faut pas croire que les gens ont changé. On l'a vu avec le Sri Lanka. Là. Le Sri Lanka, Ouais, le président s'est fait, le palais présidentiel a été envahi, puis il a dû s'enfuir et dire qu'il renonçait au pouvoir. ouais, Donc, ouais. ces grandes poussées de fièvre, il n'y a pas de raison qu'elles ne se reproduisent pas. Vous citiez Mm, le cas des Pays-Bas. Le cas des Pays-Bas, c'est quand même fascinant. Il y a de moins en moins de paysans. Mais il n'empêche, les mm. premiers porteurs des grandes grèves violentes en Italie, avant les Gilets jaunes, il y avait un mouvement des fourches, hein, dont le nom Oui, m'échappe. oui, 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 c'est le moment des fourches, tout à fait. Euh, Oui. C'était donc toujours avec une dimension paysanne. Aux Pays-Bas, ce sont des paysans. Dieu sait s'ils ne sont pas nombreux. Pour Mm, autant, les paysans se soulèvent. Hein, on sait qu'il peut y avoir des dégâts. ouais. Et ça peut être une traînée de poudre. Hein. Donc Et tout puis ils ça, n'ont rien à perdre. Hein. Ils n'ont rien à perdre. Hein. ils sont tellement endettés. Donc ils ont Ouais, ils n'ont l'accord rien à perdre. ils ont l'accord du pendu, la corde du pendu ou du banquier, l'accord Ouais, du ouais, banquier au cou. ouais. Donc tout ça fait que moi je pense que l'été sera. Non seulement il n'y a pas que l'été qui sera chaud, la Oui, rentrée sera chaude. La rentrée va être oui. très chaude. Ben, rappelez-vous, de toute façon, on va finir là-dessus, mais l'année dernière, après les annonces de Macron du 12 juillet, rappelez-vous ce qui s'est passé le 17 juillet, ça a duré quand même pendant 8 mois, 9 mois, et je peux vous assurer, pour avoir fait contre le pass sanitaire, ce que j'appelle moi les manifs pour les libertés, pour en avoir fait quelques-unes dans plusieurs villes, il y avait beaucoup, 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 beaucoup de monde, et les gens étaient très calmes, et c'était très bon enfant, et c'était très divers et varié. Voilà. Ouais. Et on a vu l'année dernière déjà que les gens n'avaient pas attendu septembre-octobre pour commencer à rentrer en grève ou du moins en manifestation. Donc, je pense qu'il faut quand même qu'ils prennent ça en compte, que c'est terminé de dire, bon, on verra bien en octobre ou septembre ou automne. On va attendre la journée de la baraque à frites de la CGT dans le tartuffe du fumigène mouillé. Quoi. Dire, c'est fini les syndicats, ça, c'est terminé. Non, ouais, ils ont perdu la main et les Oui. Gilets jaunes l'ont montré abondamment. Comment après, il y a toujours une violence politique. Hein. Alors, il est difficile de parler de la violence politique ou même de la légitimer publiquement, la violence Oui. politique. Si on regarde les révolutions, si on regarde les changements de régime, ça ne s'est jamais fait sans violence. Hein. Le problème de manifs anti-pass, hein, comme au préalable le problème des manifs anti-GPA, PMA, etc., ce qu'on appelle manif pour tous, hein, mais et post-manif pour tous aussi, c'est une certaine incapacité, peut-être familiale, parce que dans les deux mouvements, il y avait beaucoup de familles. Hein, oui, familiale à transformer la colère en violence positive, en violence politique. Hein. Or, les mouvements sociaux, avec une colère sociale, comme les Gilets jaunes, hein, comme les paysans aux Pays-Bas aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas rembourser ses traites, voilà, parce que l'ego est vide, hein, parce qu'on est asphyxié financièrement. Et puis, François, la Commission européenne, c'est une politique, la Commission européenne, c'est une injonction bruxelloise à briser et à évacuer finalement, il y a diminué de 30% de cheptel, c'est des réductions d'azote, enfin vraiment, c'est la mort de leur profession et de leur existence entière, hein, ces gens-là. Et c'est la Commission européenne. Hein, et la Commission européenne, on a du mal à le comprendre. Hein. Elle fonctionne comme fonctionnait le Politburo en Union soviétique. Je dis ça, le Politburo fonctionnait sur des plans quinquennaux. C'était la planification. C'est-à-dire qu'on prévoyait un schéma d'économie pour les 5 ans, les 3 ans, les 4 ans, les 5 ans qui viennent, hein, les 10 ans qui viennent. La communauté européenne, elle fonctionne de la même manière. Hein. C'est qu'elle se fixe des périodes, hein, par exemple le basculement au tout et hein, le renoncement à la voiture au pétrole, à l'hydrocarbure. Hein. Elle se donne un plan de 10-15 ans. Elle ne peut pas en sortir de ce plan. Elle est condamnée par ce plan. Elle est dans ses rails, elle ne peut pas sortir des rails. Il y a même, François, des plans semestriels. C'est le plan semestriel pour certains. Ouais, donc il y a des plans pour tout. Donc, le seul moyen pour nous de renverser le plan, bah, c'est d'aller au carton. C'est d'aller au carton. Et je suis désolé, je ne veux surtout pas qu'on pense que c'est la violence. Sans violence, il n'y a pas de transformation des choses. Il y a une transformation par les urnes, mais vous avez rappelé, en 2005, 2005 a été un vol. Le vol, le mot n'est pas assez fort. Hein. C'est viol. Pour moi, c'est un viol démocratique. Hein. C'est plutôt un viol. On a pris une décision contre le consentement des Français, ça s'appelle un viol. Hein. Voilà. Donc, et en 2008, le traité de Lisbonne. Hein. Or, en 2005, il y avait un signal encourageant, c'est la première vraie coalition majoritaire. C'est la vraie colère patriote, des patriotes de gauche et de droite. Hein. C'est très dur à refaire parce que autant les Marine peut essayer de draguer en vain, bien sûr, l'électorat de Mélenchon, l'inverse n'est pas concevable. C'est complètement étanche. Il n'empêche, si on peut refaire ça avec les abstentionnistes, hein, une majorité comme ça, ce serait formidable. Hein. Mais simplement, le mot que je voulais dire, c'est que oui, les manifs anti-pass comme les manifs anti-manifs pour tous, hein, n'ont pas eu de traduction politique. Vous me direz, les Gilets jaunes non plus. Mais si les Gilets jaunes s'embrassent de nouveau, avec
des formes de violence, le pouvoir va prendre peur, et le pouvoir va reculer, je crois. Et avec beaucoup plus de monde. Parce que, rappelez-vous, les Gilets jaunes sortent dans la rue pour 1,40 €, 1,45 €. J'ai vérifié ce matin. Et aujourd'hui, on est à plus de 2 €. Et avec une inflation, il n'y avait pas l'inflation à l'époque. Hein. Il n'y avait pas l'inflation, il n'y avait pas l'énergie, le gaz. Quand Bruno Le Maire vous dit qu'il va monter le gaz, on va payer plus cher le gaz selon nos revenus. Mais de qui se moque Bruno Le Maire? Alors lui, je veux dire, c'est un pain de C4, il est content, il est sur le. Il va remettre trois pièces dans la machine. Enfin, ces gens sont complètement inconséquents, ils ne se rendent pas compte. Ils ne se rendent pas compte, ben, c'est comme ça. Bon, François, on arrive au bout de cet entretien. Ça fait près d'1 h 30 qu'on est ensemble. Merci. Bon, eh bien, avec grand plaisir. Alors, je représente bien entendu. Vous êtes, vous, le directeur fondateur de la Nouvelle Librairie et également le rédacteur en chef de cette très, très bonne revue Éléments. Ça, c'est le numéro, le trimestriel. Allez voir Jérôme Sedmary. Vous avez les nouveaux puritains contre la gourmandise, la folie de transgenre et toute une série de choses. Et comment l'Amérique, surtout, mène sa guerre en Europe par le prisme du conflit russo-ukrainien ou de la guerre en Ukraine pour faire mainstream. Achetez, sautez dans votre librairie bar tabac, PMU pour aller acheter Éléments, lisez-le. Et puis nous, on se retrouve très très bientôt puisque ça va être la dernière de la saison. On va prendre un peu de vacances parce qu'il va y avoir, hormis grosse manif, on se revoit d'ici là, mais on se revoit d'ici très bientôt, d'ici 3 semaines pour de nouvelles émissions. Merci François d'avoir accepté mon invitation en tout cas. On vous souhaite un excellent été, de travail, de labeur, bien entendu. Oui. Mais comme c'est dans Lyon, c'est que le soleil est beau et que je travaille aussi en terrasse, donc ce sera un plaisir. Puis après, il y aura la famille. D'accord. Vous prenez pas Uber cet été, François? Ça va, non? Vous prenez pas Uber? Ça va? Non, mais encore la SNCF et des vieux TER, des vieux bombardiers. Oui. Tant que c'est pas privatisé, tant mieux. Profitez-en. En tout cas, nous, on vous souhaite un excellent été. D'ici là, on se retrouve sur putsch.media. Vous avez le site d'actualité qui est remis à une tous les jours. Beaucoup d'articles, beaucoup de vidéos. On suit ce qui se passe aux Pays-Bas, bien entendu. On va suivre ce qui se passe en Italie, probablement en Espagne et en France. Vous le savez, beaucoup d'interviews à venir. Merci. C'était la grande discussion avec François Bousquet sur la droite et la démocratie. On a parlé de beaucoup de choses. N'hésitez pas à nous faire des dons très importants. Comme il faut s'abonner à Éléments, il faut s'abonner à Putsch Media. Il faut nous faire des dons. Il faut nous aider parce que sinon, notre existence est toujours très, très malmenée. De plus en plus. Bon, d'ici là, on se retrouve dans 3 semaines, 1 mois pour de nouvelles émissions. Bye bye et vive la démocratie. Et surtout, les amis, bis à Twitter. Salut, ciao, bon été.